Service. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Parfait. Donc, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vais laisser Florence vous faire la présentation, puis je vais vous revenir après avec la période de questions. Pendant la présentation de Florence et de Jonathan, on ne va pas prendre de questions ou de commentaires, ça va aller à la toute fin. Donc, je vous invite d'être attentifs parce que parfois, les questions qu'on a se retrouvent, les réponses se retrouvent dans la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Florence. Alors, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce projet qui est réalisé de façon conjointe avec Hydro-Québec. Donc, dans le fond, pour vous mettre un peu en contexte là, avec ce projet-là, eh bien, il faut comprendre que c'est vraiment une démarche qui est initiée par Hydro-Québec, mais à laquelle on est vraiment fiers de s'allier et de contribuer. Donc, au niveau de notre appui à la Ville de Québec, eh bien, c'est principalement au niveau du choix de l'emprise et de l'acceptabilité là, de ce projet-là. C'est vraiment un projet qui va être un projet pilote et qui vise en fait là, à tester ce type d'initiative-là pour déployer d'autres aménagements de biodiversité dans les prochaines années. C'est également un projet qui nous permet de reconnaître le rôle essentiel de la biodiversité et d'en assurer la conservation par des actions qui sont concrètes. Donc, on parle de gestion différenciée. Donc, un peu pour vous mettre au courant de qu'est-ce que la gestion différenciée de la végétation, eh bien, il faut comprendre que ça s'appuie sur trois principaux concepts. Tout d'abord, on vient réduire la fréquence de tonte. On vient également maintenir une bande de transition au pourtour du site. Donc, habituellement, c'est une bande là, qui va être de 4 mètres tout au long là, du pourtour du site là, de gestion différenciée. Et il y a également des panneaux d'interprétation qui sont mis en place pour faire connaître le projet et montrer là, que ça s'inscrit vraiment dans un projet volontaire de faire place à plus de biodiversité. Au niveau des actions municipales qui sont cohérentes avec le projet pilote, eh bien, il y a différents engagements et projets qui sont mis de l'avant pour préserver et promouvoir la biodiversité. On peut notamment penser à la certification Ville Amie des Monarques que la Ville a depuis 2018. Il y a également la stratégie de développement durable qui est mise en place depuis 2020 et qui est attachée au plan de transition et d'action climatique qui se déroule sur un échéancier 2021-2025. Puis, on a également la participation de la Ville à l'initiative Mes Entendeuses depuis l'année dernière et on est encore là, bien content de refaire Mes Entendeuses cette année. Au niveau des projets qui sont en cours, eh bien, on a un projet de règlement pour encadrer davantage l'utilisation extérieure des pesticides. Il y a également des démarches qui ont débuté pour obtenir la désignation internationale de région de biosphère de l'UNESCO et on est également en train d'élaborer une stratégie en faveur de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que la biodiversité, en fait? Eh bien, on parle vraiment de l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc, elle comprend les interactions avec les espèces entre elles, mais également avec leur milieu. Puis, pourquoi est-ce que c'est important de protéger la biodiversité? Eh bien, on en entend parler de plus en plus. On le sait là, que c'est vraiment une crise sans précédent à l'échelle de l'histoire humaine. Donc, on a vraiment une menace d'extinction qui plane là, sur près d'1 million d'espèces sur la planète. On sait également que la biodiversité permet à la nature d'être productive, résiliente et en mesure de s'adapter et qu'elle est essentielle à notre alimentation, à notre santé et à notre bien-être. Donc, en protégeant la biodiversité, eh bien, on vient nécessairement protéger notre qualité de vie et notre santé. Et pourquoi la Ville, en fait, est en faveur de ce projet qui est réalisé par Hydro-Québec? Eh bien, il y a différentes raisons. J'en ai énuméré quelques-unes ici que je trouve intéressant de vous mentionner. Donc, un projet de gestion différenciée permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre puisqu'il y a moins de passage moins de passage là, pour la tonte. Il y a également une promotion de la biodiversité et en fait, c'est une raison là, pour être en faveur de sa préservation. Il y a également une amélioration du garde-manger des pollinisateurs par le fait qu'il va y avoir davantage de fleurs qui vont être présentes sur le site. Puis, on crée également un milieu qui est plus résilient aux infestations de ravageurs et aux épisodes de sécheresse.
Au niveau du choix de l'emprise, eh bien, on parle vraiment du tronçon qui est situé entre le boulevard Saint-Jacques et le boulevard Robert-Bourassa. On a choisi cette emprise-là pour différentes raisons, lorsque Hydro-Québec nous a approchés, on a évalué plusieurs emprises qu'il y avait sur le territoire. Et puis, en fait, c'est elle qui nous semblait le plus intéressante, notamment en raison de la proximité avec le parc Chauveau, qui permet, en fait, d'améliorer la connectivité entre les milieux naturels. Puis, c'était également intéressant pour nous de le réaliser en milieu résidentiel pour faire connaître le potentiel écologique des emprises avec un projet qui est concret, puis qu'on puisse en fait faire rayonner la biodiversité et utiliser ça un peu comme un projet vitrine pour faire connaître ce genre d'initiative. Donc, je vais repasser la parole à Jonathan. Merci, Florence. Vraiment bien présenté le projet. Le sujet de ma présentation est sensiblement le même que celui de Florence, mais je vais l'aborder avec un autre angle, celui d'Hydro-Québec. J'ai un petit ordre du jour, donc la biodiversité chez Hydro-Québec. Ensuite, je vais vous parler de ce que c'est que la gestion différenciée de végétation en emprise de ligne. Je vais vous montrer quelques exemples de gestion différenciée qui s'est déjà fait chez Hydro-Québec. Et ensuite, vous montrer la proposition du site que Florence vient de vous montrer. On va le regarder un petit peu plus et les étapes qui vont suivre. Donc, la biodiversité chez Hydro-Québec. Pourquoi on s'en préoccupe? Eh bien, c'est parce qu'on a 31 000 km d'installations en milieu naturel et semi-naturel. Ça, ce sont principalement nos réservoirs et nos emprises. Donc, on a 90 environ là, de nos installations qui sont des réservoirs, mais 10 qui sont les emprises, comme vous les connaissez. Et ça, c'est plus de 3 200 ou 400 même kilomètres carrés où on se trouve en milieu naturel et où on peut avoir un impact sur le milieu naturel. Donc, la gestion qu'on fait de nos emprises, la maîtrise de la végétation qu'on va faire dans nos emprises va avoir une grande influence sur la qualité des milieux et sur la biodiversité qu'on va y retrouver. C'est notre quatrième, on a une stratégie de biodiversité là, qui vient d'être lancée en 2022. C'est la quatrième stratégie de biodiversité. Et celle-là se démarque des autres en étant beaucoup plus ambitieuse. On vise l'amélioration maintenant de la biodiversité. Ce n'est plus seulement le maintien de la biodiversité, mais on veut l'améliorer, notamment en faisant une meilleure gestion de nos installations, comme celle des emprises. On veut s'orienter vers des actions qui vont donner des résultats concrets, un peu comme Florence l'a dit, là, qu'on va pouvoir mesurer et suivre. Et tout ça, on va le faire en collaboration avec le milieu, un peu comme ce qu'on fait avec la Ville de Québec aujourd'hui, ainsi qu'avec les citoyens. Donc, on veut que tout le monde là, qui prenne part à ces initiatives-là. Je vous invite à visiter notre site Internet où on parle de notre nouvelle stratégie, si vous voulez en savoir plus, dont la mesure de la gestion différenciée qui est quand même bien expliquée là, dans notre plan d'action. Donc, le plan d'action de la stratégie se structure autour de 3 grandes thématiques, soit la gestion et la conservation des habitats terrestres et aquatiques. C'est justement dans celle-là que s'inscrit notre projet de gestion différenciée. On mise aussi sur la connectivité des écosystèmes. Ça, encore une fois, la gestion différenciée en emprise contribue à la connectivité des écosystèmes et finalement à la réalisation d'aménagements qui favorisent la biodiversité, un peu comme on peut le faire en emprise, comme on peut voir sur la photo en haut à droite. Ça, c'est quand on veut aller un peu plus loin que la gestion différenciée. On peut faire des aménagements même qui vont favoriser peut-être la petite faune en mettant des habitats fauniques, en faisant des jardins de pollinisateurs, toutes sortes de choses qui peuvent être faites pour favoriser la biodiversité, mais la gestion différenciée, c'est déjà une excellente mesure. Ce qui me mène justement à la gestion différenciée dans les emprises de transport plus spécifiquement. Et ça, je vous dis, c'est notre mandat numéro 1, notre première action de notre plan d'action. Donc, c'est une mesure qui est très importante, une des mesures phares de notre plan d'action de la stratégie de biodiversité. Donc, on y croit beaucoup parce que c'est une mesure qui est quand même assez facilement applicable et qui va donner des résultats concrets en termes de biodiversité. Florence a déjà mentionné plusieurs des avantages. En fait, ce que c'est, je pense que Florence vous l'a expliqué, là, on va moduler la fréquence de la coupe de la végétation herbacée principalement, selon le milieu. Donc, dans une emprise, ce n'est pas un milieu qu'on a besoin de faucher nécessairement à toutes les semaines. Il y a certains milieux, peut-être un milieu résidentiel, vous allez vouloir garder la végétation basse. Là, c'est normal de faucher. Donc, en fonction du milieu, on peut moduler la fréquence de coupe. On va appliquer le concept, comme Florence l'a mentionné, de bande de transition qui va nous permettre de faire une transition entre le milieu aménagé et celui de la gestion différenciée où les herbes vont être un peu plus hautes. On va installer des panneaux d'interprétation et on va procéder à une fauche annuelle. Dans le projet qu'on vous propose là, ici, ça va être une fauche annuelle.
Dans d'autres cas, ça pourrait être une fauche aux 2 ans ou à une fréquence un peu plus longue ou même un peu plus courte, mais ici, on parle vraiment d'une fauche annuelle. Les avantages, je vais poursuivre sur ce que Florence avait dit, là. Je crois que peut-être juste compléter en disant qu'on peut favoriser la diminution de certaines espèces allergènes comme l'herbe à poux. Je vais en reparler dans une diapo un peu plus loin. Et on va favoriser la connectivité en créant des paysages plus riches et variés. Donc, c'est, à mon sens, là, avoir des beaux pré-fleuris dans une emprise de ligne, ça peut être un petit peu plus intéressant que les emprises un peu stériles là, qu'on connaît, qui sont fauchées 4 fois par année. L'herbe à poux, comme je viens de le mentionner, chez Hydro-Québec, les premières initiatives de gestion différenciée, ça ne s'appelait pas comme ça, là, on faisait juste réduire la fréquence de tonte. Ça a été implanté sur 2 sites, à Laval et à Trois-Rivières, en 2009 et 2016, dans le but d'éradiquer l'herbe à poux. On sait que c'est une espèce qui peut fleurir à toute hauteur, donc qui est insensible à la fauche, mais qui n'aime pas l'ombre et la compétition. Donc, on avait des raisons de croire que de laisser pousser la végétation, ça allait compétitionner et réduire la présence d'herbe à poux, ce qui semble vraiment avoir été le cas. Et c'est ce qu'on veut mesurer et suivre là, dans les prochaines années. On a une étude qui est prévue dès 2023 pour suivre les espèces nuisibles et envahissantes dans les sites de gestion différenciée. Je vais vous montrer quelques exemples de sites de gestion différenciée. C'est assez embryonnaire chez Hydro-Québec. Là, on avait nos 2 sites, dont celui de Laval dont je viens de vous parler, là, qui a été mis en place pour éradiquer l'herbe à poux. Ça n'a pas été fauché, il semblerait, depuis 2009. Et c'est ce que ça a l'air. Là. On ne fait qu'entretenir les tiges ligneuses, c'est-à-dire les tiges de la végétation arbustive et arborescente, pour qu'elle n'entre pas en contact en conflit avec le réseau. Mais on fauche la bande de transition, comme c'est prévu dans le site qu'on va vous proposer. La bande de transition peut aussi s'appliquer en bordure des pistes cyclables, en bordure de tout aménagement qu'il pourrait y avoir dans l'emprise, en bordure de sentiers informels, comme c'est probablement le cas ici. Ce sentier est utilisé là, par les citoyens pour traverser de l'autre côté de l'emprise pour aller rejoindre l'arrêt d'autobus ou tout simplement prendre un raccourci. Bien, on va appliquer une bande de transition le long de ce sentier informel-là pour s'assurer d'avoir un dégagement puis faciliter l'utilisation de l'emprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un autre exemple, ça, c'est à Verdun, où ici, l'arrondissement a mis en place l'initiative de faire de la gestion différenciée avec quelques aménagements, c'est-à-dire la plantation d'arbustes, toujours pour favoriser la biodiversité. Ils ont installé leur propre panneau d'interprétation pour sensibiliser leurs citoyens. Ça semble un beau succès. Là. Je l'ai visité le printemps passé et je pense que la réaction est très bonne. Il y a toujours un sentiment de fierté là, par les citoyens qui ont ça dans leur quartier et qui ont l'impression vraiment de contribuer aux objectifs de biodiversité de leur municipalité et même, là, on parle d'objectifs gouvernementaux maintenant. À Brossard, c'est un peu la même chose. Un projet d'aménagement de biodiversité où la gestion différentielle a été mise en place l'an dernier et cette année, ils vont peut-être y aller avec d'autres aménagements supplémentaires. Ici, constaté à droite, ce qu'on appelle des pièges-bols. Ça vise à recueillir les insectes pollinisateurs ou tout insecte, en fait, volant pour on fait des suivis sur l'augmentation de la biodiversité, autant les insectes que la végétation, l'herpétofaune. Ici, je parle d'amphibiens et de reptiles, l'avifaune, les oiseaux. On veut s'assurer que la mesure qu'on met en place a effectivement un bon effet pour augmenter la biodiversité. Donc, c'est quand je parlais tantôt dans notre stratégie de biodiversité de mesures concrètes et mesurables, c'est exactement ce qu'on tente de faire là, avec les suivis qu'on va faire dans les prochaines années sur nos sites d'aménagement ou de gestion différenciée ou autres mesures favorables à la biodiversité. Ici, c'est un exemple à Pointe-aux-Trembles où l'arrondissement a mis en place des zones délimitées avec des poteaux de cèdre de couleurs différentes pour y appliquer différents traitements de gestion différenciée où la coupe va se faire aux années, aux 2 ans, aux 3 ans ou sinon jamais, parfois avec ensemencement. Donc, c'est différents modes de gestion différenciée qui peuvent être appliqués. À noter ici en bordure de la piste cyclable, nous, on appliquerait selon notre modèle une bande de transition, comme Florence le mentionnait, d'environ 4 mètres en bordure des pistes cyclables et autres aménagements. L'arrondissement a décidé de le faire autrement, mais c'est quand même très beau et ça a quand même un aspect aménagé, là, comme on peut voir. Finalement, la gestion différenciée, on va également en faire sur nos terrains chez Hydro-Québec. Hein. On a 4 sites de terrains de bâtiments administratifs à Joliette, Laval, Saint-Laurent et Saint-Bruno, qui font déjà l'objet de gestion différenciée depuis l'an dernier.
Ça a commencé vers l'automne, ça n'a pas eu le temps de trop pousser. Donc, tout ce que j'ai à vous présenter comme photo, c'est la préparation du terrain. Je pense qu'il y avait une scarification qui était faite. Là, on préparait le terrain. Il va y avoir certains ensemencements qui vont être faits également avec la plantation. Vous connaissez peut-être le bureau de Le Bourgneuf. C'est mon bureau et le bureau de mes collègues là, qui sont ici avec nous aujourd'hui. C'est un site qui est en évaluation. On aimerait bien voir la gestion différenciée là également. C'est en évaluation, donc ça pourrait voir le jour éventuellement. Donc, j'arrive au cœur et à la fin de la présentation là, qui concerne la proposition d'un site de gestion différenciée en emprise dans la ville de Québec. Donc, j'explique la démarche. Florence en a parlé un petit peu, mais c'est effectivement Hydro-Québec qui a approché la ville pour lui proposer le projet. Ça a été d'ailleurs la première ville qui a été approchée dans le cadre de la stratégie. J'ai parlé d'initiatives qui existent déjà, mais c'est embryonnaire et ce sont des initiatives qui sont davantage des municipalités. Nous, Hydro-Québec, maintenant, c'est notre initiative. On va approcher des villes, des municipalités pour leur proposer de faire de la gestion différenciée et contribuer à leurs objectifs de biodiversité. On a ensuite approché la ville de Lévis qui va aussi aller de l'avant, en fait, avec un projet de gestion différenciée dans une emprise sur 1 ou 2 sites. Donc, on a approché la ville de Québec l'an passé, en mai dernier. Et à l'automne, la ville a fait le choix de site. C'est vraiment la ville qui a choisi le site pour les raisons que Florence a mentionnées, là, entre autres la connectivité et le milieu d'insertion. Et ensuite, on a visité le site à l'automne pour, entre autres, déterminer les bandes de transition et la faisabilité là, de mettre en place le projet de gestion différenciée sur ce site-là. Donc, le site, Florence l'a montré, je vous le montre un peu plus en détail. Cette image, pas en gros plan, mais en plan éloigné, montre les zones de connectivité, de milieu naturel, là, montre pourquoi c'est intéressant au niveau de la connectivité. Ici, ce qu'on voit là, en vert, ce sont les polygones qui sont fauchés par Hydro-Québec, habituellement 4 fois par année. En rouge, ce sont les zones qui sont tondues par la Ville de Québec. Et en jaune-orange, ce sont les bandes de transition que nous proposons afin de délimiter chacune des secteurs de gestion différenciée des zones plus aménagées. On va zoomer sur chacun des secteurs. Je suis à l'est du boulevard Saint-Jacques ici. Vous voyez la bande de transition là, qui fait le pourtour de à peu près toute l'emprise, sauf le long du boisé, où on juge qu'il n'y a pas de zone de transition nécessaire à cet endroit-là, étant donné qu'on a déjà un milieu naturel. Même chose pour ce milieu-là ici, où il n'y a pas de fauche qui était appliquée de toute façon. Là. La petite flèche montre la vue qu'on va voir sur la prochaine image. Donc, ça va vous donner une idée ici. Imaginez-vous un 4 mètres fauché. C'est une vue à partir du boulevard Saint-Jacques, le long de l'emprise. À partir de la rue Barcelone, entre Barcelone et Buffalo maintenant, même chose, on a notre secteur de gestion différenciée, nos bandes de transition. Je vous montre la petite vue à partir de la rue Barcelone. Ici, on voit quand même assez bien la zone qui délimite la zone tondue des propriétaires riverains à l'emprise et la zone fauchée par notre faucheuse. Donc, le premier tour, sachez que la zone de transition va se trouver en fait au niveau du premier tour ou de la limite de fauche. Donc, la première zone de fauche va être la même que vous avez l'habitude de voir. C'est juste qu'on ne va pas faire les autres fauches qui sont à l'intérieur. Donc, on va avoir un premier 4 mètres qui va être fauché et le reste serait conservé là, pour pousser naturellement tout l'été, pour être fauché à l'automne. Donc, il y a 3 fauches qui se font pour la bande de transition et ensuite, il va avec une fauche complète lors de la dernière fauche habituelle. Le dernier secteur, ici, là, on était au niveau de la rue Buffalo. Je vous montre une petite vue ici à partir de la rue Buffalo. Et on voit ici qu'il y a déjà une zone qui est en gestion différenciée, on pourrait dire, là, qui n'est pas fauchée. On va quand même appliquer il y a quand même une bande de transition qui est prévue là, le long de cette zone, là, pour créer une transition. Il y a peut-être d'autres secteurs qui sont tondus jusqu'à l'emprise. Donc, la bande de transition va être applicable à cet endroit-là. Et ça montre un petit peu où la faucheuse là, va passer. Le premier tour de fauche va se situer là et ça ressemblerait à ça, là, ce qui serait fauché. Pour le reste, ça serait de la gestion différenciée, soit de la végétation un peu plus haute. En ce qui concerne, certains d'entre vous pourraient avoir un bail d'embellissement et de jardinage. Ça, c'est ce qui permet, là, je pense, de faire. J'ai ma collègue Julie qui est avec nous là, pour répondre à des questions qui pourraient venir, mais c'est ce qui permet de faire peut-être un certain aménagement, je ne suis pas certain là, dans l'emprise, mais il n'y a aucun changement à ce niveau-là, aucun impact. Et si jamais vous voulez faire des demandes d'information de location par rapport au baux d'embellissement et jardinage, c'est les portes d'entrée habituelles que vous trouverez sur notre site Internet.
Je finis avec les prochaines étapes en une petite diapo. C'est la mise en place du projet qui se ferait dès le printemps avec une visite de l'entrepreneur qui réalise la fauche lors de la première fauche pour s'assurer qu'il comprend bien, qu'elle est bien appliquée et que ça donne le résultat qu'on s'attend parce qu'on ne l'a jamais vu sur ce site-là. En fait, personnellement, je ne l'ai jamais vu parce qu'on commence tout juste avec ça. Finalement, ensuite, on va y aller avec les panneaux, l'installation des panneaux d'interprétation qui devraient être prêts de notre côté au mois de juin. Et on va continuer, on va poursuivre avec des visites au cours de l'été, faire un bon suivi, peut-être même des visites de suivi de pollinisateurs, d'espèces nuisibles, comme je vous disais tantôt. À la fauche automnale, même chose. On va bien documenter tout ce qui se fait là, le long des différentes étapes de la mise en place du site de gestion pour documenter la pratique finalement. Je vais laisser Florence terminer. Je pense qu'elle avait une autre petite diapo à nous présenter. C'était prête? Oui. Je vais arrêter mon partage. Voilà. Super. Alors, merci Jonathan. Je voulais simplement terminer avec le calendrier d'implantation. Donc, comme Jonathan l'a bien montré, là, du côté d'Hydro-Québec, comment ça allait se passer pour cet été. Pour ce qui est de la ville, eh bien, on continue de s'associer au projet. Donc, durant cet été, là, en fait, il va y avoir une possibilité de transmettre des commentaires, des demandes d'intervention ou des plaintes avec les services habituels là, au 311. Donc, ça par téléphone, avec le formulaire en ligne ou l'application mobile. Donc, évidemment, on aimerait ça avoir vos commentaires par rapport au projet. Puis, s'il y a des besoins spécifiques, des demandes d'intervention, eh bien, on va également là, se déplacer rapidement sur place là, pour régler là, les problèmes. Puis, à la fin du projet pilote, donc à l'automne, à la fin de l'été, on va transmettre un sondage d'appréciation qui va être en fait envoyé aux résidents là, du secteur qui a été ciblé pour faire une rétroaction sur le projet. Puis, comme le nom le dit, là, c'est vraiment un projet pilote. Donc, on est là pour recueillir vos commentaires, voir comment ça s'est déroulé cet été, pour ensuite en tirer le bénéfice pour les prochaines années. Merci. Merci, Florence. Alors, après ces présentations, là, je vais ouvrir la période de questions. Je vous invite, là, on va commencer par les questions pour avoir une information, là, tout le monde pareil, avant de passer en mode commentaire. Avant d'aller en période de questions, je vais juste expliquer là, brièvement comment on peut faire pour poser une question. En fait, pour les gens là, qui sont avec un ordinateur, vous pouvez agiter votre souris au bas de l'écran. Vous avez une espèce de petit icône de bonhomme qui sourit avec un plus réaction. Vous pouvez cliquer là-dessus, puis après ça, cliquer sur lever la main. Vous pouvez aussi cliquer sur discussion, puis poser une question écrite si vous le souhaitez. Je vais alterner là, entre les questions écrites, les questions orales. J'ai vu qu'il y avait une personne qui était par téléphone. Pour les personnes qui sont par téléphone, pour lever la main, vous faites étoile 9. Puis, quand vous avez la parole, vous faites étoile 6 pour ouvrir votre micro. Consigne pour la période de questions. Dans le fond, je vais demander à chaque personne là, de s'en tenir à une première question. Puis on fera une deuxième ronde là, plus tard pour une deuxième question si vous le souhaitez, parce qu'on veut éviter là, les dialogues entre professionnels, personnes ressources et puis les gens de la salle. Donc, vous posez votre question, puis après, on revient en deuxième tour au besoin. Deuxième chose, je vous invite à limiter vos interventions pour permettre au plus de gens possible de répondre. C'est mon rôle là, d'assurer une certaine discipline, mais d'habitude, j'y vais quand même doucement. Donc, je vois qu'il y a des personnes là, qui ont déjà la main levée. Donc, Marie-Ève Lafond, là, je vous donne la parole, puis après, je vais prendre une question écrite, puis je vais revenir à vous, famille Pellerin. Bon, bonsoir tout le monde. Ma première question, je dois d'ailleurs effectivement me limiter à vos consignes parce qu'il y en a effectivement beaucoup. J'habite en bordure et considérant la présence actuelle déjà de rats musqués et de vermines, vous avez nommé que vous allez faire le suivi sur les oiseaux, sur la végétation, sur les amphibiens. Est-ce que c'est un considérant que vous allez prendre par rapport aux rongeurs et aux petites vermines, puisque c'est quand même nos voisins immédiats? Bien, merci pour votre question, puis félicitations là, de vous être limité à une première question. Je vais laisser la personne qui voudra répondre là,
Jonathan, est-ce que c'est... Je Oui, vais y c'est aller. Jonathan qui va prendre la Ouais. question. Parfait. Oui, c'est certain, Madame Lafont, là, c'est des éléments qui nous intéressent et les préoccupations nous intéressent également. On le sait. J'ai consulté ma collègue là, qui est plus spécialiste, deux de mes collègues, en fait, une qui est plus spécialiste en petite faune, une autre qui est plus spécialiste en espèces exotiques envahissantes. Là, je parle de la souris commune qui fait partie des vermines. Là, ces espèces-là, souvent, peut-être si je parle des souris, là, vous m'avez parlé de rats musqués ou sinon les rats, Oui. mais Parce que là, en fait, excusez-moi de vous couper, mais c'est au niveau du bassin de rétention, c'est connu là, la présence oui. de ceux-ci actuellement. Là. Sachez que c'est sûr que les milieux naturels qu'on veut créer visent à attirer de la biodiversité, attirer de la biodiversité des pollinisateurs d'abord parce qu'ils sont très importants pour la biodiversité végétale, mais aussi la petite faune et on veut les attirer dans le milieu naturel qu'on tente de créer et non pas vers vos maisons, ça c'est certain. La vermine qu'on a l'habitude de voir près de nos maisons, c'est les espèces qui sont attirées par peut-être les composts, les cordes de bois, la souris commune, qui est une espèce qui est dite commensale, c'est-à-dire qui habite avec les humains, ni plus ni moins, une espèce envahissante qui est exotique, qui ne vient pas d'ici, on n'en veut pas, mais elle va plutôt être attirée par les granges ou les maisons, même les sous-sols, les cabanons, et va se réfugier parfois dans le milieu naturel en été, mais revenir vers les maisons. Donc, ça, là-dessus, il y a des milieux habités qui sont déjà occupés par certaines espèces. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un bel habitat naturel qui va être intéressant davantage pour les espèces là, qui seraient naturellement, là, qui visitent moins les milieux habités, mais plutôt les habitats naturels. Merci, Jonathan, pour la réponse. Il y a Florence aussi en complément d'information. Oui, exactement. Bien, comme vous l'avez mentionné, là, c'est un problème qui est déjà connu là, du côté de la Ville de Québec. Donc, pour ça, on a également contacté nos collègues là, du côté de la prévention qualité du milieu. Donc, il y a des suivis plus réguliers qui vont être faits. Puis, il y a encore la possibilité là, de faire des demandes d'intervention au 311. Mais nos collègues ont été avisés. Puis, on veut faire un suivi plus régulier de ça. Puis, il faut comprendre également que la bande de transition qu'on vient mettre, mais c'est également une zone qui met à risque ces petites espèces-là. Donc, ils ont tout avantage habituellement à rester dans le centre pour ainsi ne pas être mis à découvert là, par des prédateurs. Donc, c'est toutes là, des préoccupations qu'on a, mais qu'on va faire attention là, à ce niveau-là. Parfait. Merci, Florence. Alors, je vais passer à une question écrite. Il y a Julie Martineau qui nous dit qu'elle a manqué les premières minutes, puis elle aimerait savoir s'il y aura une plantation active ou si on laisse simplement la pollinisation naturelle suivre son cours. Oui, bien pour l'instant, on parle de la gestion différenciée se limite à la végétalisation spontanée là, ou à la floraison spontanée. Donc, il n'y a pas d'ensemencement, pas de plantation. C'est des choses, comme j'ai dit, qui sont possibles de faire. Bien, là, c'est des aménagements qui peuvent être initiés par les municipalités. Généralement, ce qu'on voit, là, c'est vraiment les municipalités, les arrondissements de Montréal, comme j'ai présenté tout à l'heure. Mais il peut y avoir de très belles choses qui poussent spontanément. Ça peut être surprenant. Dans nos emprises. Et c'est ce qu'on va voir là, si on va de l'avant avec le projet. Parfait. Merci, Monsieur Pellerin. C'est à vous. Oui, moi, je suis un de ceux qui entretient pas mal en arrière. Tantôt, vous avez parlé d'un entrepreneur en tombe. On ne le voit pas souvent. C'est pas mal moi qui. Un autre monsieur. Puis là, je veux savoir, le sondage que vous allez envoyer satisfaction aux gens du secteur, est-ce que c'est les gens qui sont directement à l'emprise qui vont être concernés ou vous allez envoyer ça à tout le secteur, puis que les gens qui ne sont pas dans le coin et qui ne sont pas touchés par ça vont dire oui, on est satisfait? Je vais prendre la question étant donné que c'est moi qui s'occupe de la démarche là, de participation publique. En fait, il y a toujours moyen pour dans le sondage de poser la question est-ce que votre résidence est adjacente à l'emprise ou votre résidence se trouve ailleurs dans le quartier? Comme on a quand même envoyé des invitations en porte-à-porte qui couvrent assez large. Puis ça nous permet de voir selon où est-ce que la résidence de la personne est située, c'est quoi son impression, puis c'est quoi son vécu par rapport au projet pilote. Donc, la personne, si on voit que les gens en général sont satisfaits, sauf toutes les personnes qui ont des résidences adjacentes, ça nous envoie une information différente. Ça nous permet de faire le suivi, dans le fond, à ce niveau-là. Oui. Parfait. Merci pour la question, Monsieur Pellerin. Je vais laisser la parole à Madame Pauline Bourgault, puis après, je vais prendre les questions, quelques questions écrites. Allez-y, Madame Pauline.
Je vais vous inviter à ouvrir votre micro en bas à gauche. Je vais prendre une question écrite pendant que vous essayez d'ouvrir votre micro, puis je vous reviens tout de suite après. Donc, on a une question de Alexandrine Frappier qui demande, peut-on penser que des perchoirs pourraient être installés pour des rapaces pour le contrôle des vermines et puis favoriser la biodiversité? Écoutez, oui, il y a des aménagements phoniques qu'on voit. On a plus vu. Des perchoirs, c'est possible. Pour les rapaces, c'est à voir. C'est un site qui se prête. Il faut les limiter en hauteur. Hein, on doit se limiter, sauf si c'est hors emprise. Dans l'emprise, on doit se limiter à 2,5 mètres de hauteur pour nos installations. Probablement pas assez haut pour un rapace. Par contre, hors emprise, c'est des choses qui sont possibles. Ça, c'est à voir avec peut-être. Là, à ce moment-là, par contre, on sort de la propriété d'Hydro-Québec. Donc, et ça serait peut-être plus des initiatives là, qui se font en collaboration avec les citoyens, ou si la ville a des sites là, où elle pourrait mettre ses perchoirs hors emprise. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites là, pour faire des aménagements pour la faune. Parfait, merci pour la réponse. Pauline, vous avez retrouvé votre micro, vous pouvez y aller avec votre question. Ça va? Oui, on vous entend. M'entendez-vous? Oui. Bon, d'accord. Alors, notre immeuble en copropriété, là, il est situé une partie là, sur Robert Bourassa. On est le dernier immeuble au nord de l'emprise, en fait, où il existe déjà, peut-être que monsieur Jonathan le sait, il existe déjà là, des végétaux qui poussent, des cormiers, d'autres végétaux là, qui poussent du côté de Robert Bourassa. Et là, nous, notre problème, en fait, là, parce qu'on ne fauche pas chez nous, là, parce que le terrain n'est pas plat, il est en pente, et ce sont les mauvaises herbes, les plantes envahissantes et nuisibles qui embarquent sur notre terrain. Et là, j'aime beaucoup le fait que vous pensez mettre un maintien d'une bande de transition au pourtour. Alors, il faudrait évaluer là, comment ça va se faire parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pentu. Et il y a plein de roches, disons, au bout de notre terrain et l'emprise. Alors, ça va être quelque chose à voir avec. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, là, des végétaux qui sont là, et avec l'élargissement du boulevard qu'on a annoncé, boulevard Robert Bourassa, ça va être important de garder ces arbres-là et même d'en mettre d'autres, là. Est-ce que c'est ce que vous avez l'intention de faire? Bien, cette zone-là va demeurer, là, est à l'extérieur du polygone de Fauche présentement. Elle va demeurer. Il ne devrait pas y avoir de changement, là. Je ne sais pas si mon collègue Thomas Louis est toujours avec nous, mais il ne devrait pas y avoir de changement à cet endroit-là. Donc, ça, c'est un endroit où on ne fait pas de la fauche, on fait du débroussaillage. Le cycle n'est pas le même, ce n'est pas le même genre d'intervention qu'on fait sur la végétation. Donc, il ne devrait pas y avoir de changement à cet endroit-là, là. Vous n'avez pas fait écoutez, nous, on enlève les mauvaises herbes sur notre terrain parce que les mauvaises herbes empiètent sur notre terrain. Alors, on est obligé de les enlever et ça revient. Alors, on aimerait bien là, que vous mettiez en place là, ce débroussaillage-là d'une manière permanente, là, parce que nous, on ne peut pas tondre l'emprise. C'est impossible, même au bord. On va prendre... allez-y, Jonathan, si vous avez quelque chose à rajouter. Jonathan, juste rajouter que le site, il est connu, bien qu'il n'est pas très grand. Par contre, on ne pourra probablement pas s'avancer ce soir à dire est-ce qu'on a une solution pour Mme Bourgault, parce que c'est évident que si le site n'a pas été tondu dans les années passées, c'est parce qu'il y a un relief, il y a probablement de la roche, il y a probablement des trucs qui empêchent la machinerie de s'y rendre. Est-ce que c'est possible de le faire d'une quelconque manière, soit probablement coupe manuelle? Faudra l'évaluer. Donc, on ne dit pas non, on ne dit pas oui. Ça va être au cas le cas.
Ça fait partie de toute façon de ce à quoi sert la séance ce soir, c'est de prendre en note ces considérations-là que vous connaissez parce que vous habitez sur les lieux. Donc, merci de nous avoir partagé ce commentaire-là. Je vois qu'on a d'autres mains levées. J'ai d'abord Myriam McSween qui voulait poser une question. Ouais, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je me posais la question. Moi, je viens de la Montérégie. Je suis originaire de Montérégie, mais j'ai déménagé à Québec l'année dernière dans justement le secteur visé. Puis je me demandais, en Montérégie, l'éthique, c'est vraiment un problème. Puis je me demandais, le fait de laisser des herbes hautes, est-ce que ça risque d'introduire davantage puis de causer des problèmes à cet égard? C'est certain que l'éthique, on n'est pas dans la même problématique que la Montérégie ou l'Estrie. Ici, les risques là, sont évalués à beaucoup plus faible, mais je veux en rien l'amoindrer les risques liés au tic. Là, je pense qu'on doit tous être conscients et se protéger de ces risques-là. Ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas qu'on va favoriser la présence de tiques nécessairement, mais les herbes hautes, ce n'est pas un endroit nécessairement pour aller se promener en culotte courte. Donc, et c'est pas, l'emprise n'est pas avec la gestion différenciée, ce n'est pas un endroit qui est nécessairement invitant. On va diriger les gens vers des zones où il y a des sentiers, où il y a peut-être des entretiens là, où s'il y a du mobilier urbain et on va avoir fait les zones de transition aux alentours de ces zones-là. Mais les herbes hautes, partout où il y en a, puis il y en a peut-être de l'autre bord de la rue, là, il y a des sites des milieux naturels. En milieu boisé, il y a des herbes hautes. Moi, je travaille en milieu à Québec régulièrement à l'extérieur, mais je mets des pantalons longs. Je pense que c'est peut-être le mot d'ordre qu'il faut y avoir. Si on veut se promener dans les herbes hautes, que ce soit dans l'emprise ou ailleurs, on est peut-être mieux de se protéger et de se surveiller, là, se mettre des pantalons longs, se mettre de l'insectifuge et peut-être juste être à l'affût de ça. Parfait, merci de la Héloïse, je rajouterais peut-être un petit élément. J'ai également consulté la Direction régionale de santé publique là, pour connaître les risques reliés à la maladie de Lyme. Puis, en fait, la zone de Québec, c'est pas une zone là, ils ne pensent pas en fait qu'il va y avoir une augmentation des cas en raison de ce projet-là. Donc, il faut comprendre que les tiques, ils ne sautent pas sur les gens, ils ne volent pas. Donc, il faut vraiment passer au travers des herbes pour que les tiques puissent s'accrocher. Donc, la santé publique ne voyait pas du tout de problème là, à l'implantation de ce projet-là. Puis pour eux, il n'y avait pas de risque qui était plus grand relié aux tiques. C'est les mêmes mesures de protection, prévention qui devraient être mises en vigueur, là, donc de porter des habits longs là, lorsqu'on fait des randonnées. Parfait, merci. Merci des précisions. Je vais prendre une question écrite, puis Madame Papineau, là, je reviens à vous après. Promis, je vous ai vu. Alors, il y a une personne qui se demande pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas offrir un jardin communautaire aux citoyens dans l'emprise. Ce serait un espace de pollinisation plus contrôlé, mais aussi plus profitable pour les citoyens que les herbes hautes qui attirent de la vermine plus qu'autre chose pour les citoyens. Donc, pourquoi ne pas avoir pensé à un jardin communautaire? Voilà. Écoutez, Hydro-Québec, on ne fait pas de jardin communautaire, mais on encourage toutes les initiatives. C'est possible. C'est une propriété d'Hydro-Québec, hein, ce site-là, vous le savez, mais ce n'est pas impossible pour la ville de créer des projets. Et il y a les usages polyvalents en emprise, comme celui des jardins communautaires, ça se fait, ça existe. Nous, Hydro-Québec, on met de l'avant des mesures qu'on est en mesure, on a la capacité de contrôler, de mettre en place. C'est une très bonne mesure pour la biodiversité. Et on entend le mot vermine, mais pour nous, ça fait partie, ces espèces-là font partie de la biodiversité également. L'idée d'un jardin est excellente et ce n'est pas une mauvaise idée. Et ça, c'est d'autres types de projets. Il peut y avoir toutes sortes de projets d'aménagement qui se font en emprise. Là, ici, on est avec un projet de gestion différenciée. Nous, on mise davantage d'abord sur la biodiversité et sur les espèces pour les pollinisateurs indigènes. Il n'y a pas grand-chose de mieux que les plantes indigènes. C'est sûr que faire un jardin, ça va être vos jardins, là, ceux qui sont riverains, vont être très avantagés d'avoir tous les pollinisateurs de l'emprise pour aller polliniser les fleurs de vos plants. Ça, c'est certain. Donc, je pense que les deux pourrait être un bon match à faire, le jardin communautaire et gestion différenciée. Parfait. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Comme promis, là, je me retourne vers vous, Madame Roxane, pour votre question.
Oui, ben moi, je suis très, très, très enthousiaste par rapport au projet. Donc, je félicite là, l'initiative. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de projets comme ça là, pour préserver la biodiversité. Ma question, moi, c'était par rapport, vous avez fait tantôt le lien là, sur le fait que ça rejoint justement le parc Chauveau. Ma question s'adresse peut-être plus à la ville, mais je me questionnais parce qu'il y a un projet en cours par rapport au parc Chauveau où on va justement faire un stationnement à cet endroit-là et un peu enlever la biodiversité qui est déjà présente parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Même des prédateurs, il y en a beaucoup de l'autre côté de la rue. On a une petite faune, donc des chouettes, on a des chevreuils, il y a vraiment tout plein d'arbres fruitiers qui est là. Donc, c'est sûr que moi, je vois ça comme une continuité. Je trouve ça vraiment génial, mais je trouverais ça plate, justement, que on brise cette continuité-là en mettant là, justement un stationnement comme c'est prévu, là. Mais je suis d'accord avec le fait que avec une plus grande biodiversité, il va y avoir moins de vermine, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que justement, ça crée un écosystème qui est plus favorable à un équilibre, ce qui n'est pas là présentement. Parfait, merci de la question du commentaire. Là, je me tourne vers mes collègues de la ville là, à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre aux commentaires ou on prend note. Florence? Oui, bien, effectivement, je pense qu'on va en prendre note. C'est un bon point que vous soulevez. Par contre, là, nous, de notre côté, on n'est pas suffisamment connaissant là, du projet du parc Chauveau, là, donc de vraiment là, l'aménagement et en détail. Donc, on va prendre la question en délibéré, puis on pourra vous faire un suivi, là. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on passe à la période de commentaires? On vient en tout cas de passer une première ronde de tour de parole, fait que je vais redonner la parole à quelqu'un qui a déjà parlé pour une deuxième question. Madame Bourdage, je pense que c'est votre micro qui bruite. Oui, je vous laisse la parole pour une question, Madame Bourdage. OK. Vous avez levé la main, puis je vais revenir à la personne en deuxième tour de parole. OK. Je regarde, j'ai la carte devant moi là, du secteur et ce secteur-là se prolonge vers la rivière du Berger et vers le parc de la Comptoise que moi, je fréquente. Je fréquente beaucoup les sentiers et je me rends justement jusqu'en dessous de l'emprise qui passe au-dessus de la rivière du Berger. Est-ce qu'il est prévu qu'un jour, dans les prochains sites, est-ce que la Ville a évalué la possibilité de continuer vers la rivière du Berger? Parce qu'en dessous de l'emprise, il y a déjà pas mal de biodiversité, là, c'est assez haut de chaque côté du sentier. Puis il y a de comment on appelle ça? Asclépiade. Asclépiade, voilà. Quand on dit que ça se pousse tout seul, là, c'est vrai. Il y a beaucoup d'asclépiades qui ont poussé là. C'est assez magnifique. Alors, je me demandais si c'est une des zones qui pourrait être possible de continuer, parce que c'est vraiment dans la même lignée, si on veut, là. Ça se rend jusqu'à la rivière du Berger, et même un petit peu plus loin, mais particulièrement là, parce qu'après ça, il y a assez de pentes. Voilà. Je peux peut-être y aller si on parle de la zone là, qui est au sud-ouest. Je pense que la Ville nous avait parlé de ce site-là comme étant intéressant, mais on ne pouvait pas le retenir pour y appliquer la gestion différenciée parce que c'est une portion d'emprise où on ne fait pas de fauche. La gestion différenciée va s'appliquer sur les espèces herbacées où on fauche présentement. Ça, c'est davantage en milieu aménagé. Là, on est plus en milieu non aménagé, donc c'est plus du débroussaillage. Et tu me dis si je me le trompe, Thomas-Louis, mais ce qu'on va faire sur un cycle d'environ 3 à 4 ans ou 4 à 5 ans. Là. Donc, sur les environnements comme ça qui sont plus arbustifs et boisés, on n'a pas le choix d'y aller avec des interventions pour couper cette végétation ligneuse-là. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais prendre quelques questions écrites avant de revenir à vous, là, M. Pellerin. Dans le fond, tout à l'heure, là, vous parliez des herbes hautes qu'il ne fallait pas traverser ou préférablement pas traverser. Il y a une personne qui souligne en fait qu'il y a un sentier piéton qui traverse l'emprise, puis qui se demande est-ce qu'ils vont être obligés de porter des pantalons à chaque fois qu'ils traversent l'emprise?
Bon, ben ça, j'ai parlé tantôt de sentier informel. Je connais, il y a un sentier piéton, un sentier qui est vraiment aménagé. Celui-là, on va lui appliquer une bande de. Là, je regarde les cartes là, en même temps que je vous parle, mais il va y avoir une bande qui va être fauchée de chaque côté. Sentier piéton, le vrai sentier aménagé. Si on parle de sentier informel, ben là, il faudra nous préciser l'endroit. Je ne crois pas qu'on a ciblé pour l'instant la fauche d'un sentier informel, mais s'il y a un sentier là, qui n'est pas aménagé, bien, on serait intéressé de connaître sa position pour pouvoir y faire un trait de fauche. Comme ça, il sera encore utilisable au même titre qu'il était là, jusqu'à maintenant. OK, donc pour les personnes qui utilisent le sentier officiel, il y aura une bande de transition, en tout cas appliquée à celui-là. Donc, les personnes pourront circuler comme elles le font en ce moment sans crainte. Parfait. Merci de la spécification. Est-ce que la ville, dans le fond, il y a quelqu'un qui pose une question, est-ce que la ville va offrir la possibilité à certaines personnes qui ont des baux d'embellissement, je crois que ça s'appelle, de laisser une bande de 4 mètres? Attends, je reviens à la question. Est-ce que la ville va m'offrir la possibilité de laisser une bande de 4 mètres à l'avant de ma maison et de ne plus tondre pour favoriser les pollinisateurs sur son propre terrain? Donc, je pense que c'est une question plus pour l'équipe de la ville, à savoir est-ce que les personnes peuvent arrêter de tondre leur propre terrain, Florence. Oui, est-ce que la question s'adresse pour le terrain à l'avant de la maison ou derrière? À l'avant, oui. À l'avant, OK, c'est bon. Donc, effectivement, à la ville, on a le règlement là, sur les nuisances qui est quand même limitant actuellement pour faire des projets de biodiversité. Mais sachez que on est en révision là, afin de permettre justement ce genre d'aménagement-là. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille là, avec nos collègues à la gestion du territoire pour permettre en fait l'aménagement de jardins de biodiversité ou faire de la gestion différenciée là, sur les terrains privés des gens. Donc, par contre, c'est sûr que c'est des cas qui parfois peuvent être problématiques là, puisque ça contrevient en fait au règlement sur les nuisances qui demande une hauteur maximale là, pour le gazon. Mais sachez qu'on a certains cas qu'on a eus dans les dernières années, qu'on a permis tout de même là, ce type d'aménagement-là pour les bénéfices qu'il procure pour la biodiversité. Puis on a accompagné là, différents citoyens qui ont voulu mettre en place ces projets-là. Donc souvent, ça va être aussi par justement un peu comme les mêmes principes qu'en gestion différenciée, de faire une affichette pour montrer que ce site-là est fait de façon délibérée. Ce n'est pas seulement que la tondeuse est en panne tout l'été, puis qu'on peut avoir aussi des ensemencements qui sont faits pour favoriser une plus grande biodiversité. Donc, on est actuellement là, dans une période de transition vers des mesures là, qui vont être plus favorables dans les prochaines années. Parfait, merci. Je vais revenir rapidement bientôt aux questions orales. Mais vu qu'on était sur le sujet là, des sentiers formels et des sentiers informels, Jonathan, est-ce que vous pourriez spécifier qu'est-ce qui a été considéré comme le sentier officiel à côté duquel il y allait avoir des bandes de transition? C'est le sentier qui relie quelle et quelle rue? Je vais partager peut-être mon écran pour faciliter. Je ne sais pas si les gens qui s'intéressent, j'imagine, voient la présentation. C'est le sentier dont je parle, probablement. La rue Burgos puis la rue Rive-Boisé-Nord. Dans le fond, c'est le sentier qui relie les deux. C'est celui-là qui a été considéré. D'accord. Exactement. Et là, on voit c'est la tonte de la ville qui va continuer comme elle se faisait déjà, je crois. Sinon, on est en sentier non aménagé. Si je ne me trompe pas, c'est le seul sentier qu'on a ciblé. Donc, ce n'est pas un sentier informel, ça, c'est un sentier aménagé. Informel, là, on parle d'un sentier que les gens vont utiliser dans le gazon, mais qui vont, à force de passer, on va se retrouver avec un sentier de terre battue. Là. OK, parfait. Merci de la précision. Alors, M. Pellerin, là, ça fait un moment que vous avez la main levée. Là, vous pouvez y aller. Puis après, il y a 2 autres questions qui suivent, des questions orales. Mon autre question, c'est un petit peu au niveau des vidanges. Malheureusement, des fois, les gens ne savent pas qu'il y a des écocentres. Il y a des endroits pour disposer des vidanges. Puis je vous dirais que dans mes tontes régulières, je vois souvent toutes sortes que ce soit des canettes, des bouteilles de boissons, que ce soit des matelas, des pneus. Il va y avoir une façon de contrôler parce que c'est plus gênant d'aller jeter des choses quand c'est un beau terrain qui est gazonné versus quand c'est des hautes herbes que c'est plus facilement camouflable. Oui, je suis d'accord avec vous. Et on est sensible à ça. La bande de transition vise un petit peu quand même, là, des fois, quelqu'un qui recule avec sa camionnette va avoir accès à la bordure de l'emprise. Donc, c'est un des objectifs de la bande de transition. On est sensible à ça. Et s'il y a quelconque problématique liée à ça sur ce site-ci,
Et je suis un peu surpris, là, étant donné le site qui est très en milieu très aménagé, là, qui n'est pas trop caché au fond d'un secteur industriel. Mais s'il y a une problématique comme celle-là, on va la prendre en considération et on fera les ajustements nécessaires. Ben, si je peux me permettre, Jonathan, Monsieur Pellerin, si jamais vous voyez des choses comme ça, matelas ou autre chose, vous pouvez faire, disons, une plainte ou le soulever à Hydro-Québec. Puis nous, c'est le genre de choses qu'on prend en charge. Donc, on fait quelques vérifications, puis on prend ça en charge. Donc, on va aller libérer notre propriété pour qu'elle reste propre. Puis vous pouvez également passer par le 311, puis nous, on pourra faire le relais là, avec les collègues d'Hydro-Québec. Parfait, merci beaucoup. On a une question d'Éric Bernier, que vous voulez poser votre question. Oui, je suis sa conjointe. On est branchés, on est les deux ensemble. Dans le fond, on voulait savoir à qui on s'adresse premièrement pour au niveau de la bande rouge là, qui est sur derrière les maisons sur Bogota. Derrière les maisons, là, vous avez mis des dans bandes les zones qui sont tendues par la ville, c'est ça? C'est ça. Nous, c'est tendu derrière chez nous, mais on dirait que là, le rouge ne s'étend pas. Fait à qui on s'adresse pour ça? Est-ce qu'on a des gens d'entretien voie de circulation ou Florence, peut-être? Est-ce que tu as une information partagée par rapport à ça? Je pense que nos collègues de VC seraient plus en mesure de répondre. Là. Oui, bonsoir. C'est la même chose hein, pour l'attente ou une demande d'intervention ou une requête, c'est toujours de composer le 3-1 en tonte et fauchage, puis nous, on les traite. C'est le même pôle d'échange d'informations avec le 3-1. OK, on s'est déjà parlé dans le fond avec vous, là, puis c'était un petit peu plus loin la bande rouge où est-ce qu'elle s'en va sur le dessin. Parce qu'à chaque année, il faut refaire un billet pour demander de venir tendre, puis d'année en année, il faut refaire toujours la même demande. Puis ils continuent à venir, mais en début d'année, ça ne marche pas. Ils viennent à chaque année, puis dans le fond, la première tente n'est pas faite en même temps que les autres. Fait quand ils viennent, les herbes sont plus longues, fait que c'est sûr qu'il y a moins ça, là. Puis sous la tour, les herbes, ils montent au moins à 6 pieds, là, avec les chevreuils, les renards, les moufettes, et tout le kit. J'entends que vous avez une problématique particulière qui est en début de saison, puis qui est liée beaucoup avec la façon dont c'est fait actuellement et non avec la façon dont la gestion différenciée peut-être pourrait bouger ou en tout cas changer les choses, si je comprends bien. Il y a ça, mais il y a aussi qu'on se pose la question, vu que le monsieur d'Hydro-Québec est là, parce que proche des tours d'Hydro-Québec, derrière chez nous, les herbes montent vraiment là, plus haut que 6 pieds. C'est vraiment dense. Oui, il y a des tiques, ça c'est confirmé. Il y a des moufettes, il y a 4 chevreuils qui se promènent, il y a une tanière avec au moins un renard, il y a des mulots, des remusqués, il y a de tout. Il y a plus de 300 trous qu'on répare à chaque année sur notre propre terrain. C'est vraiment ardu, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est un petit peu plate. Là. Chaque année, là, on se ramasse avec... c'est plus que de la petite vermine de souris. Là. C'est vraiment des gros animaux. Là. On parle de moufettes et tout ça. Là. Je voulais que le monsieur d'Hydro-Québec soit au courant puis voir s'il y a des choses à faire pour ça, parce qu'il y a d'autres secteurs où il y a des tours d'hydro où c'est vraiment bien tondu. Là. Quand je regarde dans le Ménil, là, c'est impeccable. Là. Et nous, il y a vraiment des longues herbes. Là. C'est vraiment pas agréable avec tout ce que ça comporte comme travail. Parfait. Je note, on va noter la préoccupation d'abord. Puis, Jonathan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter aux informations qui ont déjà été partagées? Ça concerne la végétation qui est sous les tours. Peut-être que Thomas peut m'aider avec ça. Je ne sais pas si on entretient le fauchage. Je comprends que la faucheuse ne va pas là. Je ne suis pas certain là, si on intervient, de quelle façon on le fait. On doit le faire peut-être plus pour s'assurer que les tiges ligneuses ne soient pas en conflit avec le réseau. Effectivement, Jonathan. Donc, les endroits ciblés pour faire de la tonte comme telle, où on entretient le gazon, c'est les endroits qui ont été délimités dans le passé et qu'on connaît actuellement. Toutes les structures, alors l'intérieur des pylônes, l'approche des pylônes, généralement, effectivement, on maîtrise en grande partie ce qui est pour devenir ligneux et qui est pour se développer en hauteur. Donc, tout ce qui est végétaux de type arbustif qui peut être toléré va l'être.
Donc ce n'est pas nécessairement dans l'ambition, du moins dans la prérogative là, à ce moment-ci, de commencer à entretenir chacun des pylônes qui sont en ville. Malheureusement, ce serait dans bien des cas impossible et voire beaucoup trop coûteux aussi. Là. Ce serait par contre bien d'être constant avec les autres zones, par contre. Puis en bordure de la zone d'Hydro-Québec, il y a vraiment des zones et des longues herbes denses. Parfait. Ben, en tout cas, merci de l'avoir souligné. Là, on a plusieurs équipes là, qui sont là pour en prendre note. Je vais alterner avec une question écrite, là, vu que c'est une personne qui est en premier tour de parole. Donc, c'est une question qui concerne la section à l'est de la rue de Barcelone, qui est très utilisée par les citoyens qui ont des enfants, parce qu'il n'y a aucun parc là, dans l'entourage immédiat. L'hiver, les gens vont glisser. En été, ça joue au soccer, à d'autres sports ou jeux. Pourquoi est-ce que Hydro-Québec et la Ville ne feraient pas un projet novateur pour un parc dans l'emprise? Voilà. Jonathan, je vous laisse prendre la parole. Je peux y aller. Nous ne faisons pas d'aménagement de parc, là, malheureusement. C'est sûr qu'on accompagne les villes qui ont des projets intéressants là, qui sont pour les usages polyvalents. Ça peut se faire. On a déjà vu ça. Il y a des terrains, entre autres à Québec, les terrains de frisbee se trouvent dans une emprise de ligne haute tension. C'est pas dans nos activités présentement, là, nous, on travaille sur une stratégie de biodiversité, mais les usages polyvalents sont encouragés aussi dans tout ça. Hein. Ce n'est pas complètement incompatible. Il y a des choses qui peuvent se faire. Les projets, on est ouvert à recevoir les propositions de projets, mais on ne crée pas de terrain de soccer là, je ne crois pas que c'est des choses qu'on fasse. Corrigez-moi mes collègues si je me trompe. Julie, peut-être? Non, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, nous, mais si la demande provient de la Ville, on est toujours prêt à collaborer avec la Ville pour faire des projets de ce type. Là, il y en a, entre autres, à Charlebourg, là, que je connais. Là. Il y a des terrains de soccer dans les emprises. Donc, c'est des choses qui se font, puis on collabore très bien avec la Ville là, pour les mettre en place. Là. Et ce n'est pas incompatible avec le projet de gestion différenciée qu'on présente. Là, nous, l'idée, c'est pas de faire, c'est pas partout, c'est pas à la grandeur. Les projets aménagés, biodiversité, gestion différenciée, tout se fait en collaboration avec les municipalités, avec les citoyens. On veut que ça soit un beau milieu de vie pour lequel on favorise là, la participation et l'intégration des activités citoyennes. Je peux peut-être poursuivre. Oui, allez-y, Marie-Josée. Pour la Ville de Québec, c'est juste pour dire que ce projet-là, c'est un projet pilote, c'est un démarrage peut-être pour un plus grand projet à plus long terme. Hein. L'idée, en effet, comme le dit Jonathan, c'est un point de départ d'un changement de gestion de végétation. Mais si le site est très approprié, oui, il pourrait évoluer vers d'autres choses dans les prochaines années, comme on a vu dans des images inspirantes là, que nous a montré Jonathan un peu plus tard dans d'autres villes où l'emprise devient un peu plus appropriée par les citoyens, puis il peut se développer d'autres projets. On entend bien, là, si les demandes sont multiples pour d'autres activités, là, ça peut très bien évoluer vers ça dans les prochaines années. Merci de la précision là, sur l'aspect pilote du projet. Madame Asselin, en complément? Ben, oui, effectivement, je fais du pouce sur ce que Mme Coupal a dit. C'est un projet pilote, mais il y a aussi tout un plan directeur au niveau de l'aménagement des espaces sportifs, des terrains de soccer, des terrains de baseball, des terrains de tennis, de l'ensemble des installations de la ville. Oui, les emprises peuvent devenir des opportunités de développement, mais il y a aussi tout un enjeu d'équité entre les différents secteurs, de distance entre les terrains déjà existants. Il y a le parc Chauveau, il y a tout ça à considérer. Puis quand on crée un espace sportif comme un terrain de soccer, par exemple, bien, ça devient un espace collectif qui entraîne aussi des enjeux d'accessibilité, de stationnement. Ça ne peut pas être un terrain de soccer aménagé par la Ville uniquement pour les citoyens qui habitent en périphérie de cette emprise-là. Si on en fait un terrain public ville avec des activités ville, bien, ça devient aussi un enjeu d'accessibilité pour les autres citoyens qui habitent autour. Donc, il y a tout un plan directeur là, des aménagements sportifs dont on doit tenir en compte quand on fait ce type de choix-là, de choisir un terrain pour en faire un espace de jeu ou un espace parc. Donc, oui, on l'entend bien, là, puis Mme Coupal l'a mentionné, c'est un début,
Mais il faut aussi prendre en considération que si ça devient un espace ville, ben ça fait en sorte aussi qu'il y a plein de monde qui ont le droit de venir, qui vont venir jouer dans votre cour, puis qui vont venir jouer dans cette emprise-là, qui va devenir un lieu public avec tout ce que ça entraîne d'accessibilité, stationnement, puis tout ça. Donc, il y a aussi ça là, à mettre dans la balance. L'idée, c'est pas de fermer la porte, mais aussi de considérer là, ces contraintes-là qu'on a dans le choix des aménagements. Parfait, merci. Merci des nombreuses précisions. On a Marie-Ève Lafont là, qui a la main levée depuis un petit moment. Marie-Ève, voulez-vous y aller pour une autre question? Oui, en fait, je vais me permettre une question A, une question B. Ma première question A, ça va peut-être pour être M. Bellil d'Hydro-Québec. Comment on fait officiellement pour demander une bande de transition dans une section où ça n'a pas été prévu, c'est-à-dire du côté nord, là, tout près de Saint-Jacques, là, la section que vous avez nommée dite boisée ou que vous avez jugé pas nécessaire de mettre une bande de transition, puisque c'est une section qui est quand même très, très occupée là, par les enfants en jeune âge là, pour voyager d'un terrain à l'autre afin d'éviter d'avoir à circuler justement par la rue. C'est sûr que c'est pas un terrain de soccer qui va amener 200 personnes, là, mais c'est juste que c'est une section qui est occupée. Alors, j'aimerais savoir la procédure officielle pour pouvoir demander peut-être une bande de transition comme toutes les autres extrémités là, ou toutes les sections de terrain adjacentes aux maisons. Bien, je pense que c'est possible. Là, on le prend en note. C'était la bonne place, je crois, pour le faire. Thomas-Louis, tu me confirmes que c'est quelque chose qu'on peut faire. Hein? On peut faire le tour de l'emprise complètement. Là. Nous, on vous le présente, c'est un peu pour capter si c'est utilisé et s'il y a une plus-value pour vous à ce que cette section-là soit fauchée, bien, c'est possible de le faire. Merci. En tout cas, ou du moins, si jamais ça prend une demande officielle écrite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à nous indiquer la démarche. Mon deuxième section pour la Ville de Québec, tantôt, on a parlé du règlement de nuisance. Je vais faire un peu de pouce là-dessus. Je me demandais un peu, là, justement, par souci d'équité, là, moi, mon voisin est tenu de bien entretenir son terrain à un minimum d'auteur d'herbe par souci de pas nuisance. Alors, pourquoi mon voisin Hydro-Québec peut faire un projet pilote puis laisser pousser ça à hauteur, qui change versus le moment où moi, j'ai acheté ma propriété. J'étais consciente que j'avais Hydro comme voisin, mais j'étais consciente qu'il y avait un minimum d'entretien, tout comme mes autres voisins, là, payeurs de taxes. C'était ma question. Je me demandais sous quel titre là, le règlement de nuisance s'appliquait à certains voisins. Il y a Marie-Josée Coupal là, qui va vous répondre là-dessus, je crois. Oui, bien, pour donner un petit peu plus de précision là, sur ce que Florence expliquait tout à l'heure, c'est que les pratiques, les connaissances évoluent et le règlement sur les nuisances va être visé pour permettre des aménagements de biodiversité, mais toujours être capable d'intervenir dans les cas de réel abandon d'un terrain. Fait que c'est sûr que quelqu'un là qui décide qu'il veut plus tondre son gazon puis qui dit je laisse pousser la végétation, ça passera pas, c'est un abandon de terrain ou qui est pas là de l'été puis qui laisse faire. Alors, le règlement va être réécrit dans l'objectif de pouvoir permettre des aménagements, donc des choses que les gens jardinent, entretiennent, ne couvrent pas nécessairement l'entièreté de leur terrain, ne laissent pas pousser les plantes envahissantes, interviennent pour enlever des plantes, peut-être en rajouter d'autres. Donc, le cas de gestion différenciée ou de tous les aménagements de biodiversité qui pourraient ou qui sont faits déjà dans des parcs naturels de la ville, bien, c'est quand même un choix pour lequel il y a un entretien, il y a quand même une fauche par année, il y a des bandes de transition de tous les côtés, il y a un suivi qui est fait. Pour porter plainte, pour demander une intervention, ben c'est sous cette logique-là. Là. C'est pas un terrain abandonné que vient nous présenter Hydro-Québec. Là. Sachez que les gains pour Hydro-Québec, là, c'est vraiment en termes de biodiversité. On tente de répondre à nos objectifs de biodiversité, mais aux objectifs du bien commun de biodiversité, aux objectifs gouvernementaux qui ont notamment été énoncés suite à la COP 15 là, en décembre 2022. Hydro-Québec n'abandonne pas l'emprise. On continue à l'entretenir avec un mode de gestion différent, tout simplement. Madame Asselin, en complément? Bien, je comprends tout à fait vos préoccupations, puis c'est vrai que les pratiques changent. Il y a quelques mois/années,
mai sans tondeuse, demander aux citoyens de ne pas tondre leur gazon au mois de mai pour permettre aux pissenlits de pousser. On n'aurait pas cru ça possible il n'y a pas si longtemps. Donc, on est vraiment en train de revoir aussi, parce qu'il y a deux choses. Puis, Jonathan l'a bien précisé, M. Bellil, c'est pas un terrain abandonné parce qu'on crée une zone tampon entretenue. Donc, il y a une réelle volonté, un peu comme mai sans tondeuse, où on demande aux citoyens de mettre une affichette sur leur terrain pour dire, bien, si je ne tombe pas mon gazon, c'est un geste délibéré pour préserver la biodiversité. C'est un peu ce qu'on souhaite faire avec les terrains en façade, c'est que les citoyens puissent avoir de l'accompagnement pour savoir c'est quoi des plantes envahissantes, qu'est-ce qu'on veut pas, avoir une bande tampon, mais aussi que les citoyens puissent s'afficher en disant, bien, mon terrain, il n'est pas à l'abandon, c'est un terrain que j'ai choisi d'entretenir de cette façon-là. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller avec les terrains d'hydro, mais éventuellement, c'est vers ça où on veut aller avec les terrains des citoyens, au même titre qu'on permet maintenant les potagers en façade, ce qui n'était pas permis avant. Donc, il y a vraiment une évolution dans nos pratiques. Puis, d'entrée de jeu, au début de la rencontre, on en a parlé, on est à un tournant de nos pratiques, un tournant au niveau de l'environnement où on ne peut plus se permettre de tout tondre puis de plus rien laisser pousser. On a tous notre part de responsabilité / contrainte puis contribution là-dedans. Mais l'idée, ce n'est pas de permettre des choses à Hydro qu'on ne permettra pas aux citoyens. On est en train de revoir l'ensemble de ces règlements-là pour permettre aussi aux citoyens d'avoir ce genre d'aménagement en façade. Merci de la précision. Alors, je vois le temps qui avance, puis on est encore dans la période de questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais permettre aussi aux gens là, qui ont envie d'émettre des commentaires de le faire pour pas qu'on rate, dans le fond, l'opportunité de pouvoir partager ces commentaires parce qu'on veut terminer là, à maximum 20h45. Là, c'était l'horaire qu'on s'était donné. Donc, les gens là, qui veulent y aller en commentaire, c'est ouvert. Allons-y. Encore la consigne de limiter son temps de parole à maximum 2 minutes. Puis, on y va. Je vais essayer d'y aller le plus possible aussi en premier tour de parole. Donc, les gens qui n'ont pas encore parlé ont une certaine priorité, si on veut. Donc, Marie-Ève Chamberlain, là, vous avez une question ou un commentaire, allez-y. Parfait. Questions et commentaires, vous me limiterez parce que probablement que j'aurais tendance à prendre plus que 2 minutes. Je trouve l'intention magnifique. J'entends ce que vous dites en termes de biodiversité. J'entendais dans votre discours les mots bien choisis au niveau de la fierté de certains résidents dans d'autres villes. Moi, je suis résidente, je suis la voisine de M. Pellerin, d'ailleurs, à côté, où on a un voisin hors pair qui entretient parfaitement depuis 20 ans le terrain. Mettre en contexte, nous, on a acheté il y a 3 ans le terrain, la maison, en sachant très bien qu'on avait un espace de jeu sécuritaire pour les enfants. Alors, moi, je vous dirais que je suis loin d'avoir un sentiment de fierté. Honnêtement, j'ai un sentiment vraiment de honte. De honte de dire qu'on fait passer la biodiversité au détriment de la sécurité de nos enfants. Si vous comptez sur ces terrains-là, il y a combien d'enfants de jeune âge qui jouent tout l'été? Vous allez être surpris. Si vous regardez le nombre d'adolescents qui viennent jouer au ballon et au spike ball en toute sécurité, vous allez être surpris. Pour les voisins qui sont dans le secteur, vous avez tous remarqué, il y a un adolescent avec un problème de santé mentale qui passe l'été à marcher dans le champ avec un gros drapeau. C'est son espace de sécurité à lui. Alors, pour moi, je trouve honteux d'enlever à cet adolescent-là son espace à lui, à mes enfants de dire « je ne me suis pas battue pour que votre lieu où vous pouvez jouer au soccer ou que je n'ai pas à surveiller parce que les voitures passent trop vite dans ma rue, qu'on leur enlève pour une biodiversité. » Je m'excuse, mais je trouve ça totalement aberrant. J'entends le projet pilote, mais pour moi, un projet pilote, pile qui commence dans le moment où les enfants vont pouvoir en profiter, où les gens viennent passer avec leurs chiens, je trouve ça triste. Donc, j'entends la diversité, mais je trouve qu'il y a des enjeux. Les herbes hautes, je reprends certains de vos commentaires, M. Bellil, entre autres, puis je respecte vos propos, mais vous avez vous-même dit, les herbes hautes, ce n'est pas un espace invitant. Alors, moi, je me dis, bon, ben alors, chez nous, en arrière, l'espace qu'on réserve à nos enfants, à nos familles, à ces adolescents-là, on vient de confirmer que c'est un espace qui ne sera pas invitant parce que ça pique, parce qu'il y a des tiques, parce qu'il y a des animaux sauvages. Je vais vous inviter à conclure. Voilà. Ouais.
Alors, j'ai de la difficulté, en résumé, à comprendre comment on peut faire passer, oui, en projet pilote, oui, avec des belles intentions, mais des besoins de sécurité, des besoins de gens qui font attention à leur terrain, qui font attention à leur milieu de vie, qui créent des beaux milieux pour les enfants, pour les adolescents et plein de monde au détriment de faire attention aux fleurs et aux arbres. Parfait. Voilà. Je vais laisser en réponse Jonathan. Jonathan, est-ce que vous vouliez y aller? Oui, bien, écoutez, je vous entends, là, je capte vraiment vos préoccupations. Je comprends, là, mais c'est pour ça qu'Hydro-Québec propose ces mesures-là sur les propriétés d'Hydro-Québec. Hein. Ce sont des milieux, les emprises sont. C'est une propriété d'Hydro-Québec dans ce cas-ci. Toutes les emprises ne sont pas des propriétés d'Hydro-Québec, c'est plus souvent le contraire. Dans ce cas-ci, Hydro-Québec est dans sa propriété. Et sinon, nous sommes en servitude. Là, nous, on propose de faire une mesure sur une de nos propriétés. Donc, pour augmenter la biodiversité, on a énormément, comme je le disais dans ma présentation d'entrée de jeu, on a énormément d'installations qui occupent beaucoup de territoire et c'est là qu'on a le pouvoir d'intervenir et c'est ce qu'on tente de faire. Donc, là, je comprends, vous entretenez le terrain. Est-ce que vous entretenez l'emprise d'Hydro-Québec? Là, c'est peut-être là il y a quelque chose à voir. Mais moi, de ce que je comprends, c'est que l'emprise, je vois que Pierre-Yves veut intervenir. Là. Vas-y, Pierre-Yves. Non, mais c'est juste en complément, Jonathan. Puis je veux aussi que tout le monde comprenne que l'exercice d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Je vous écoute, Mme Chamberlain, nous expliquer justement que vous avez observé plusieurs jeunes utiliser ce site-là pour jouer, pour se promener, bon, pour leurs propres intérêts. Puis c'est ce qu'on veut conserver. C'est un projet pilote. On amène une idée. Je pense que vous l'avez vu aussi, nos intérêts sont bons. On est bienveillants dans tout ça. Mais il y a manière de conjuguer les deux. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens puissent s'approprier avec une autre approche, justement, ces sites-là, une approche plus de biodiversité. Maintenant, si l'intérêt général, c'est d'en conserver une section telle qu'elle et d'y aller de l'avant avec une autre section plus de gestion différenciée, allons-y, pourquoi pas? On est ouvert absolument à tout. On propose quelque chose en pilote. L'un ne va pas nécessairement en éradiquant l'autre. Il y a vraiment un jumelage qui peut être fait. Donc, et jamais on mettrait la sécurité des gens et des enfants en question au profit de la biodiversité. Là. Je pense que, comme Pierre dit, un n'est pas exclusif là, à l'autre. Parfait. Il y a Mme Asselin aussi qui veut répondre à cette intervention-là, je crois. Bien, puis Mme Chamberlain, j'entends bien ce que vous mentionnez, puis par rapport notamment à cet adolescent-là qui utilise ce terrain. Excusez, mon chien vient de voir quelqu'un passer. Qui utilise ce terrain-là pour se promener et le fait de préserver une bande de 4 mètres de chaque côté, on garde un espace de biodiversité, mais ça ne devient pas un terrain qui est complètement inaccessible. Puis, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu difficile, mais quand on achète une maison avec un terrain qui ne nous appartient pas en arrière de chez nous, il y a toujours un moment où le propriétaire de ce terrain-là peut en changer l'usage. Puis je comprends votre préoccupation. C'est la même chose pour les gens qui habitent derrière un boisé ou qui habitent derrière un terrain, qui sont la dernière rue d'un quartier, qui ont acheté cette maison-là avec une certaine... ils ont acheté la maison dans un contexte X, puis le propriétaire du terrain le développe autrement que ce qui était escompté. Puis je comprends, mais on veut garder la meilleure conciliation des usages. Puis pour nos enfants, la notion de sécurité, dans quelques années, il y a plusieurs de ces enfants-là qui seront soit des adolescents, soit des adultes. Puis l'idée de conserver de la biodiversité, c'est pas juste de garder des arbres, des fleurs, c'est globalement de préserver notre planète, de lutter contre les changements climatiques. Là, ça se passe dans ce secteur-là, mais il va y en avoir d'autres projets comme ça sur des emprises d'hydro, puis il va y avoir d'autres projets de conservation de biodiversité parce qu'on est rendu à un moment, puis on le fait pour nos enfants aussi. Au-delà de leur enlever un espace de jeu temporaire, le temps de leur petite enfance, ben, il y a comme un enjeu un peu plus grand que
que Faites ça. attention aux mots que vous choisissez, madame. Mais moi, je vais vous Renaud inviter. était Non. parfaitement à propos dans son intervention, mais là, vous gâchez un peu les choses. Madame Chamberlain, j'ai mentionné que j'évitais les dialogues entre personnes ressources. Là, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, Mme laisser... Chamberlain, qui dépasse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait aussi pour un enjeu plus grand que l'objectif des 5 ou 10 prochaines années. On le fait pour un enjeu de préservation de notre qualité de vie, qualité de l'air, qualité de l'eau, biodiversité. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui vous a offensé, mais il faut aussi considérer qu'on ne le fait pas seulement pour un secteur, mais que c'est quelque chose qu'on veut développer. Puis même quand Hydro nous a approchés pour ce projet-là, notre première intention, notre première réaction, ça a été pourquoi on n'en fait pas d'autres? Pourquoi on n'en fait pas ailleurs? Parce que ça nous semble des belles opportunités de justement développer de la biodiversité sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, merci pour les spécifications. Je vais prendre des commentaires écrits qui sont là depuis un moment. Je suis désolée, je m'excuse auprès de ces personnes-là qui attendent patiemment depuis un petit bout, comme on dit. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on doit comprendre que le projet est assuré d'avoir lieu? Et est-ce que les citoyens en bordure seront sondés avant la mise en place du projet? Donc, je me tourne vers peut-être les gens de la ville, Marie-Josée, Florence. Héloïse, peut-être que tu pourras aussi nous aiguiller là, à ce niveau-là. Là. Pour nous, on venait pour prendre le pouls, évidemment, des citoyens là, qui étaient concernés par le projet. C'est un projet qu'on souhaite vraiment réaliser, mais si on voit qu'il y a une pression trop grande pour la mise en place de ce projet-là, évidemment qu'on va être à l'écoute des citoyens, puis on va s'adapter. Puis comme Pierre-Yves l'a bien mentionné, on peut adapter le projet également, puis le scinder en différentes phases. Puis il faut garder en tête que c'est un projet pilote. On va justement récolter des informations à la fin de l'année. Puis donc, c'est ça, je pense qu'on est encore à un stade qu'on peut modifier certains éléments, mais nous, du côté de la Ville, on aimerait bien aller de l'avant avec ce projet-là. Parfait, oui. Puis le sondage qu'on mentionnait, c'était plus à la fin de la saison pour évaluer, dans le fond, comment la saison s'est passée, puis évaluer, dans le fond, si le projet pilote va se pérenniser ou si ce sera un pilote. Donc, voilà pour la spécification là, concernant le sondage. Est-ce que Martin Côté a envoyé un commentaire écrit, puis peut-être je vous inviterai à ouvrir votre micro pour la poser vous-même, parce que j'essaie de comprendre un peu la nature de votre commentaire. Fait que quand vous serez prêt, là, vous pourrez ouvrir votre micro, puis peut-être partager votre commentaire. Le micro est ouvert, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. C'est votre commentaire là, sur si Hydro ne fait pas de parc, la suite là, de rien charger aux citoyens. Je voulais que vous clarifiez peut-être brièvement votre commentaire. De ce que je comprends de ce projet-là, c'est qu'Hydro-Québec veut sauver de l'argent, veut arrêter d'entretenir le terrain. Puis, si les gens veulent l'occuper le terrain, eux autres paieront. Fait que finalement, s'ils ne veulent pas l'entretenir le terrain, ils ne chargent rien aux citoyens qui vont vouloir l'occuper le terrain. Dans le fond, vous voudriez votre commentaire, c'est sur les baux d'embellissement, dans le fond, que je comprends bien. C'est parce que là, on va faire pousser des herbes, là, on va laisser pousser des herbes qui probablement vont en avoir des envahissantes, qui vont en avoir de l'herbe à poux, puis toutes sortes d'herbes qui sont nuisibles. Mais pourquoi qu'ils ne planteraient pas des framboisiers, des fraisiers, n'importe quoi de quoi qui va apporter de quoi aux citoyens, puis que les citoyens vont avoir envie d'entretenir et de garder ça propre, plutôt que de laisser des herbes pousser comme ça. Là. Oui, en réponse à ça, Jonathan? Oui, premièrement, Hydro-Québec, on ne sauve pas de l'argent. Je ne suis pas certain, là, on ne fait pas ça pour sauver de l'argent. Il faut quand même que l'entrepreneur vienne 4 fois par année. Je pense qu'on n'a rien changé, même au contrat avec les entrepreneurs pour faire ces projets-là. Donc, ce n'est vraiment pas une question d'argent. On essaie
d'atteindre des objectifs. Et ça, c'est une mesure parmi tout un paquet de mesures pour la biodiversité qu'on fait, dont les aménagements d'emprise. La plantation d'arbustes fruitiers, comme vous parlez, ça fait partie des options qui sont possibles par les aménagements d'emprise. Un peu comme on le disait pour le parc de soccer, c'est pas à ce moment-là Hydro-Québec qui va faire ces plantations-là. On n'a pas les ressources ou sinon le temps d'entretenir des jardins d'arbres fruitiers dans toutes les municipalités ou tous les secteurs. Donc, ça, c'est des initiatives qui peuvent venir des municipalités. Généralement, nous, on va recevoir là, et on accueille favorablement présentement les initiatives d'usage polyvalent favorables à la biodiversité encore plus présentement. Donc, c'est des initiatives qui doivent venir des municipalités. Et si vous êtes intéressé à voir ça, peut-être je vous invite à contacter là, vos conseillers de quartier là, pour peut-être mettre ces initiatives-là de l'avant. Et ça pourrait être vraiment un beau jumelage aussi. Là. Comme je vous dis, ce n'est pas une question de sauver de l'argent pour Hydro-Québec, mais pas du tout. J'ai vu dans les acétates à un moment donné, là, c'était aussi pour empêcher les îlots de chaleur. Si les îlots de chaleur sont si importants, pourquoi que la Ville de Québec n'oblige pas les gens à mettre des toits blancs au lieu de mettre des toits noirs? Ça, c'est pas de la compétence de M. Bellil, là, qui est d'Hydro-Québec. Puis il y avait Mme Asselin qui voulait aussi, je pense, vous répondre. Bien, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être effectivement un bel endroit pour ce qui a été mentionné tantôt. Forêt nourricière, aménagement de jardins communautaires, mais c'est pas Hydro-Québec qui va gérer une forêt nourricière ou un jardin communautaire, mais on a plein d'initiatives à la Ville qui permettent d'utiliser des terrains non municipaux pour développer ce type de projet-là, mais encore faut-il qu'il y ait des citoyens qui se mobilisent pour l'entretenir. Un jardin communautaire, ça demande d'avoir accès à de l'eau pour arroser, ça demande de la gestion, c'est une coopérative qui est créée, c'est un OBNL, en fait, un jardin communautaire. Donc, il faut qu'il y ait des citoyens mobilisés qui fassent la demande. Puis, je suis certaine qu'on peut travailler avec Hydro-Québec. Si on veut aménager un jardin communautaire dans cette emprise-là, ça rentre dans la lignée de la biodiversité. Mais ce n'est pas Hydro-Québec qui va porter cette initiative-là, puis ce n'est pas la Ville qui va opérer non plus un jardin communautaire, mais il y a toujours de l'espace pour des initiatives citoyennes sur différents terrains. Il faut que ça passe par le conseil de quartier ou par un regroupement de citoyens qui nous en fait la demande. Puis une forêt nourricière, ça pourrait être vraiment un beau lieu dans la mesure où ça n'impacte pas avec les équipements de conduite hydroélectrique. Ça ne peut pas être des arbres qui viennent empiéter sur la vocation hydroélectrique de l'emprise, mais il y a plein d'espaces pour plein d'initiatives puis plein de choses intéressantes, mais ça ne peut pas être porté par notre partenaire qui est Hydro-Québec. Puis je veux finir en saluant, on demande à nos citoyens corporatifs, puis on demande à tout le monde de faire leur part pour l'environnement, la biodiversité. Je pense qu'Hydro-Québec aujourd'hui lève la main en disant qu'ils veulent faire quelque chose. Mais si vous avez des projets pour cette emprise-là, bien, on est preneur. Je vois Marie-Josée Coupal qui est en ligne, qui s'occupe notamment des jardins. Bien, s'il y a un projet de jardin communautaire porté par les citoyens, puis que les gens s'engagent à en prendre soin et à s'en occuper, c'est certain, puis je parle peut-être au nom de nos collègues d'Hydro-Québec, mais il y a de la place pour ça dans la mesure où Hydro fait son bout, mais si on a d'autres intentions pour ce terrain-là, bien, il faut que les gens lèvent la main et soient prêts à le prendre en charge. Bien, parfait, c'est une précision importante. Alors, on a une question écrite. Là, un citoyen demande, est-ce qu'il y aura des amendes en cas de tonte si les citoyens là, décident d'aller tondre eux-mêmes le gazon? Donc, chez Hydro-Québec ou à Florence aussi, vous vouliez rajouter quelque chose sur la dernière question, je m'excuse. Oui, bien en fait, c'était seulement une précision là, par rapport à l'intervention de M. Côté. Il faut comprendre que plus qu'on a d'espèces différentes, moins on va avoir d'espèces envahissantes, puis moins on va avoir de problèmes d'herbe à poux. Donc, de favoriser une plus grande biodiversité de cette emprise-là va justement venir réduire nos problèmes d'espèces exotiques envahissantes et est une mesure efficace pour contrer l'herbe à poux. Donc, simplement pour vous rassurer à ce niveau-là. Puis lorsque vous parlez de quelque chose d'utile, il faut comprendre que préserver la biodiversité, c'est quelque chose d'utile. Donc, au-delà d'avoir des arbres fruitiers ou des jardins ou des terrains de soccer, la biodiversité, c'est une mesure qui est utile pour notre santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on commence à considérer là, à ce niveau-là.
Et pour compléter, là, Florence, pour les espèces exotiques envahissantes, comme je l'ai mentionné, on désire faire le suivi, et espèces nuisibles également, faire le suivi. Pour l'herbe à poux, on a des assez bonnes réponses. Pour le reste, je souhaite, comme Florence, que ce soit favorable là, à l'éradication ou des espèces exotiques envahissantes. On en fait le suivi. Et si on doit contrôler certaines colonies d'espèces exotiques envahissantes, ça sera possible de le faire. Là. Il y a différents moyens. On a des experts chez nous pour appliquer les bonnes mesures au bon endroit. Donc, on va suivre ça de près là, si c'est un souci pour vous. Et on va le faire de toute façon. Parfait. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Et j'en ai une, Madame Lafont, je vous reviens. Puis j'ai une question écrite, là. Je reviens sur la question que j'avais posée avant les interventions, là, à savoir est-ce qu'il y aura des amendes en cas de tonte. Je pense que la personne, ce qu'elle veut dire, c'est est-ce qu'il y aura des amendes si les résidents le vont tondre dans l'emprise? Vous me direz, là, la personne qui a posé la question, si j'ai mal interprété, là. Jonathan, je vous laisse y aller. Et je fais un ricochet vers Julie. Oui, je te voyais. En fait, de la manière qu'on fonctionne, là, on ne donne pas d'amende aux gens qui tombent sur la propriété d'Hydro-Québec, mais c'est sûr qu'on entre en communication avec eux parce que considérant que c'est une propriété privée, on ne veut pas que les gens commencent à faire de l'entretien puis qu'il arrive quoi que ce soit sur le terrain. Donc, on préfère qu'ils nous avisent pour nous dire, exemple, l'entrepreneur n'est jamais passé. Tu sais, nous, on va faire le pont avec ça, mais on ne donne pas d'amende. On discute avec les propriétaires adjacents. Parfait. Marie-Josée, la suite. Bien, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de ne pas être dans la coercition puis de donner des amendes. Mais il faut rappeler aussi qu'on n'est pas. On ne peut pas aller tondre le gazon chez notre voisin. Sur un terrain privé, si moi, mon voisin ne tombe pas son gazon, je ne peux pas traverser avec ma tondeuse puis décider d'aller tondre le gazon chez lui. Ça demeure que ce n'est pas la propriété des gens qui habitent à proximité. Ça peut, c'est nos voisins, mais on ne peut pas empiéter sur le terrain puis aller entretenir quelque chose qui ne nous appartient pas. L'objectif, ce n'est pas de donner des amendes puis de taper sur les doigts puis d'être dans la coercition et dans la discussion, mais il faut se rappeler qu'on ne peut pas intervenir sur le terrain de quelqu'un d'autre de façon aléatoire, puis parce qu'on trouve que c'est pas beau, parce qu'on aime moins ça. Ça reste que c'est le terrain de quelqu'un c'est un terrain qui ne nous appartient pas comme citoyen. Je vais laisser la parole à M. Pellerin parce que c'est lui qui a posé la question. Là. Je voulais voir s'il y avait peut-être une spécification à rajouter, mais pas en contre-question. Là. Non, ce n'est pas une contre-question, c'est une question d'entretien. Au même titre que je ne fais pas de l'entretien sur les terrains des voisins, mais la grille qui est ici en avant de chez nous, qu'elle est souvent pleine de glace, qu'on se ramasse avec un lac au coin de la rue. Certains voisins vous le diront que c'est un peu craqueux, mais je vais la pelleter, la déneiger pour qu'on ait des problèmes d'eau. Ben, si je peux me permettre de tondre de temps en temps un gazon en arrière pour pas de problème de vermine, je vais probablement le faire un peu aussi, malheureusement. Ben, puis on apprécie le fait que, tu sais, on le demande même aux citoyens en disant, ben, si vous avez une grille devant chez vous qui est bouchée, vous rendez service à tout le monde en allant déboucher cette grille-là, puis on l'apprécie. C'est ça, c'est de l'entretien qui n'est pas chez nous que je fais. Au même titre que je vais faire de l'entretien sur le terrain d'Hydro-Québec. Oui, mais s'il y a une volonté d'Hydro-Québec d'entretenir ce terrain-là d'une façon X, puis que c'est conforme, une grille bouchée, tout ce que ça peut entraîner, c'est des désagréments, tandis que de laisser le projet se faire, bien, si tout le monde se met à tondre de façon aléatoire dans le contexte du projet pilote, bien, on vient nuire au développement du projet, tandis que déboucher une grille, on ne peut pas nuire à quelque chose qui est volontaire. Une grille bouchée, ça ne peut pas être un choix que quelqu'un a fait de boucher une grille pour voir. Mais, tu sais, je vois une petite différence, mais soyez assurés que chaque fois que vous faites un geste et que vous ramassez quelque chose sur un terrain qui n'est pas le vôtre, qui vient enlever une nuisance, mais là, on ne parle pas de nuisance, on parle de vouloir créer un espace de biodiversité. Fait que je vois ça un petit peu différemment, mais sincèrement, j'apprécie. Si vous le faites, on l'apprécie vraiment parce que des dégâts d'eau, c'est jamais le fun. Je vais prendre une prochaine question. Désolée, M. Pellerin, je veux juste éviter comme les échanges nombreux entre deux personnes. Marie-Ève Lafont, je vous laisse la parole pour une intervention pas trop longue. Il nous reste comme moins de 10 minutes, puis il y a encore des gens qui ont la main levée, fait que je vous invite à être synthétique. Ça va être
très rapide. La Ville de Québec était claire. Si on a une plainte, si on a une question, si on avait une sollicitation, 311. Hydro-Québec, comme c'est un projet pilote, est-ce que vous avez un numéro de plainte, mention, un courriel, quelque chose à nous donner? Parce qu'on a la réunion de ce soir, oui, mais après ça, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, on a quelque chose à vous verbaliser par rapport au projet pilote. Oui, Est-ce qu'on a un absolument. On numéro? a une adresse courriel, puis on a aussi notre site Internet. Je ne sais pas, Héloïse, s'il y a possibilité de mettre les informations qu'il y avait sur la diapo des baux dans le chat, mais les gens vont pouvoir passer directement par Internet là, en cliquant. C'est un petit formulaire à répondre assez facilement, puis ça se rend directement dans notre boîte, puis nous, on les prend en charge. Puis pour toute demande, vous allez pouvoir passer par là. Ça va nous faire plaisir d'y répondre là, quand on va les recevoir. Parfait. Florence, vous allez mettre dans le chat? Oui, je vais faire ça. Florence, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en complément d'information sur la gestion des demandes? Oui, exactement. Là, donc, Madame Lafont, toutes les demandes, les plaintes ou les préoccupations que là, vous pourriez avoir avec le projet en question, envoyez-les au 311, puis nous, après ça, on va les traiter avec Hydro-Québec. Donc, c'est la façon qu'on va privilégier là, pour ce projet-là. Parfait, merci. Florence pour la spécification. Là, je vais mettre les informations dans le chat sous peu, peut-être pendant la question là, de Roxane Papineau ou le commentaire, c'est selon. En fait, c'est plus un commentaire. C'est pour faire du pouce par rapport à ce qui a été dit tantôt, là, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui saisit l'importance de la biodiversité au niveau du type de végétation qu'on fait pousser aussi, parce que dans le fond, le projet de laisser pousser les indigènes, la biodiversité, les papillons qu'on voit disparaître, ben ces chenilles-là se nourrissent juste de nos indigènes. Fait que c'est pas en plantant des framboises qu'on va les faire revenir. Puis ça prend ces papillons-là, puis ces chenilles-là pour attirer les oiseaux qu'on veut faire attirer aussi. Donc, c'est clairement important, peu importe le type de projet qu'on fait, d'avoir des indigènes parce que ça a été prouvé dans les études qu'il faut passer par là pour remonter la chaîne alimentaire puis sauver la biodiversité, là. Fait que, je pense qu'il faut garder cet aspect-là, puis il ne faut pas voir ça comme des mauvaises herbes. Au contraire, là, c'est ce qu'il faut faire revenir. Puis même, j'encourage les gens à en planter des indigènes aussi sur leur terrain. Là, c'est de plus en plus facile à trouver. Là. Les semenciers ne font que ça ces temps-ci. Parfait, merci du commentaire. Véronique Dallaire, en complément ou en commentaire? Oui, bien en fait, ça se veut une question. Ça se veut une question au bénéfice des citoyens présents ce soir. Je veux pas créer d'attente, mais on a entendu beaucoup de questions sur ce que les citoyens pouvaient faire, les initiatives citoyennes. On a eu des réponses de la part autant d'Hydro-Québec que de la Ville, à savoir que Mme Asselin l'a dit aussi, là, qu'il y a des initiatives qui peuvent être faites par les citoyens, qu'il y a des projets qui se doivent d'être pris en charge par les citoyens. Puis je me questionnais juste à titre informatif pour que les citoyens puissent avoir l'information la plus juste possible. Dans l'échéancier qui est devant vous pour ce projet pilote-là, à quel endroit est-ce que ça s'insère? Si je reprends, par exemple, les propos de M. Renaud qui disait peut-être qu'on pourrait regarder de faire notre projet de gestion différenciée sur une portion avec un autre type de projet sur une autre portion. Je me demande, je pense que c'est un beau projet qu'on a devant nous. Je pense qu'on s'entend aussi que les préoccupations soulevées semblent partagées. Donc, peut-être juste comment ça s'insère dans l'échéancier afin que tout le monde ici ce soir là, ait l'information la plus juste possible. Merci, Héloïse. Alors, qui veut y aller avec une réponse? Bien, pour ce qui est de l'échéancier de la Ville de Québec, eh bien, c'est vraiment de voir à ce que à réaliser ce projet-là. Pour ce qui est de projets futurs, eh bien, il y en a pas pour l'instant là, qui sont mis sur la table. C'est des demandes citoyennes pour des aménagements particuliers. On pourrait les considérer, mais pour l'instant, on est vraiment seulement dans un projet d'1 année, puis d'évaluer la portée de ce projet-là pour les prochaines années, là. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires, là? J'aurais peut-être le temps pour 1 ou 2. S'il y en a, s'il n'y en a pas, ben, on peut tout à fait conclure. Sachez, avant qu'on se laisse, là, il y a des gens qui ont laissé des commentaires ou qui m'ont écrit directement
pour des enjeux peut-être plus individuels ou des questions. Si j'ai pas répondu, soyez sans crainte, là, on va quand même partager ces commentaires-là avec l'équipe projet là, en dehors de cette rencontre-ci, peut-être, mais sachez que je vous lis, je vous réponds pas, peut-être pas nécessairement tout de suite, mais les commentaires vont être partagés aux 20 personnes. Je vais laisser Sébastien Ruel y aller, étant donné que c'est un premier tour de parole. S'il reste du temps, Madame Chamberlain, là, on retournera avec vous. Oui, bien, je suis sa conjointe, là, vous avez bien compris. En fait, j'ai été sûre de bien comprendre à la question de Mme Dallaire, là, puis la réponse qui est obtenue. Finalement, la rencontre de ce soir, ce n'est pas une rencontre de consultation, c'est vous nous informer du projet pilote et il n'y a finalement pas de place où on peut proposer vraiment d'ici à ce que le projet démarre cet été. Vous nous présentez plus à la fin du projet pilote qu'on sera sondé et qu'on sera s'exprimer. Mais finalement, il n'y a aucune marge de manœuvre. D'ici ce temps-là, il n'y a pas de possibilité. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce soir, c'est une séance d'information et d'échange. Effectivement, ce n'est pas une séance de consultation publique. La séance a été organisée dans l'objectif d'entendre ce que les gens avaient à dire, d'entendre, de prendre le pouls, d'avoir le feedback du terrain, de savoir, bon, ben, est-ce qu'il y aurait des choses à quoi on n'aurait pas pensé? Il y a des gens qui ont nommé des sentiers informels ou des usages que nous, on n'avait pas vus. Ça permet à l'équipe projet, lorsque ou si le projet va de l'avant, de le mettre en place de façon plus intéressante et plus acceptable pour les personnes qui habitent ou qui fréquentent l'emprise. Je vais laisser aussi mes collègues répondre, mais ce soir, c'était véritablement là, une présentation du projet pilote pour répondre aux questions aussi des gens, pour pas mettre en place un projet pilote sans avoir fait de démarche d'information préalable. Puis un projet pilote, c'est un projet qu'on met en place et qu'on évalue à la fin du projet, puis on verra à la toute fin comment, avec tout ce qui est rentré au 3.1, avec qu'est-ce qu'on aura comme sondage à la fin de l'été, qu'est-ce qu'on aura comme feedback, puis après ça, qu'est-ce qui advient du projet pilote à la suite de cette démarche-là. Est-ce que, Véronique, c'est en complément pour répondre à ça ou c'est pour plus tard? En fait, non, c'était pas pour répondre. C'était pour renchérir sur des éléments de la question. Je comprends ce que Mme Boudreau nous a répondu là, sur l'intention pour le projet pilote sur 1 an. Mais moi, puis pardonnez-moi, là, je ne veux pas mettre le chaos dans la rencontre, mais moi, il y a quand même un certain élément d'incertitude qui demeure. J'ai cru entendre une ouverture autant de la part d'Hydro-Québec que de Mme Asselin sur les commentaires qui pouvaient être faits en amont ce soir, tu sais, de la mise en place du projet pilote, sans dire que le projet pilote n'arrivera pas, mais à qui est-ce que les citoyens doivent communiquer? Est-ce que ça doit être une demande formelle? Est-ce que c'est à vous, Mme Godreau? Est-ce que c'est à Hydro-Québec? C'est juste de clarifier le chemin pour la transmission de ces commentaires-là ou de quelle façon ça doit être fait en amont de la mise en place du projet pilote. Là. Fait que je voulais juste préciser parce que j'étais sous l'impression, en fait, je suis sous l'impression qu'on n'a pas eu, que je n'ai pas eu la réponse à cet élément-là. Là. Je vais me permettre de répondre. Eh bien, si moi, j'ai pas eu de demande en fait pour fournir un rapport de séance pour ce soir, mais si la demande est là, puis on sent le besoin, étant donné la quantité de commentaires, qu'il y ait un rapport qui soit produit, puis que les commentaires de tout le monde soient pris en considération, ben, je peux inviter les personnes qui veulent encore partager des commentaires qui n'ont peut-être pas été entendus ce soir de m'écrire. Mes coordonnées, là, ils étaient dans le lien Zoom, puis je pourrais inclure ces commentaires-là là, dans le rapport qui aurait été fait pour ce soir, qui sera déposé aux équipes projet puis aux élus responsables du projet pour un éventuel déploiement dans le fond du projet pour être certain que vos commentaires là, feront leur chemin. Je pense qu'on a démontré que s'il y avait des usages qu'on n'avait pas prévus ou des besoins en termes de bande de transition qui n'avaient pas été anticiper, il y a une certaine ouverture à modifier ou à moduler la façon dont le projet sera fait. Puis c'est grâce aux commentaires qu'on recueillera qu'on pourra ajuster ce projet-là, de ce que j'en comprends. Donc, je suis un peu sortie de mon rôle d'animatrice pour rentrer dans mes souliers de conseillère en consultation publique. Je laisse Marie-Josée Asselin et Florence là, compléter la réponse, puis on prendra la dernière intervention là, qui est en liste. Mais en fait, cet été, le projet pilote, on souhaite qu'il aille de l'avant. On a bien entendu pour les chemins informels, les bandes, tout ça, il y a peut-être des aménagements, des modifications à la marge du projet, mais parce que là, il est un peu tard pour cette année pour implanter un projet de jardin communautaire parce que
On est rendu au mois d'avril, il faut créer une OBNL, il faut avoir le financement, il faut que quelqu'un s'engage à s'en occuper. Fait que ça, c'est un autre projet. Le projet de planter des arbres fruitiers, c'est un autre projet. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce qui n'a pas été fauché cette année ne peut pas l'être l'année prochaine pour créer un autre type de projet. Mais là, on est rendu au mois d'avril. C'est difficile de penser qu'on va créer quelque chose de pérenne, puis qui va être porté par des citoyens avec un conseil d'administration, des gens qui vont s'en occuper, alors qu'on est rendu au mois d'avril. Donc, ce qui va se faire cette année, ce n'est pas irréversible. Ce n'est pas comme couper des arbres ou faire un projet sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Je pense qu'il faut se donner l'opportunité de l'essayer. Puis, entre-temps, les citoyens qui ont des projets pour cette emprise-là, mais qui va dans le sens de créer de la biodiversité ou de créer des aménagements en ce sens-là, on va être ouvert aux opportunités. Mais pour cette année, il est un peu tard, je pense, mais ça n'empêche pas de soumettre des demandes, puis de se regrouper, puis de proposer des projets. Mais pour cette année, les aménagements qu'on va pouvoir faire, ça va être des aménagements à la marge de ce qui était prévu en fonction de certaines bandes, notamment, là, qui n'auraient peut-être pas été planifiées. Puis peut-être juste pour compléter la réponse que j'ai donnée là, à Mme Dallaire tout à l'heure, c'était vraiment dans une optique qu'il y avait des projets sur du long terme. Donc, lorsque je disais qu'il y avait un projet pilote pour nous cette année, c'est dans l'optique qu'il n'y a rien qui est prévu pour les prochaines années sur cette emprise-là. Mais là, je comprends que la question est plus si on souhaite moduler le projet actuel. Mais là, ça va être justement, vous pouvez nous faire part de vos demandes là, à la suite de cette consultation-là, puis on verra s'il y a certaines zones qu'on va continuer à attendre comme auparavant, puis qu'on va simplement retirer du projet. Donc, il y a encore place à moduler le projet actuel pour des sentiers informels, pour des zones qu'on devrait continuer à attendre comme c'était fait auparavant. Mais c'est ça, mon intervention était plus sur un projet de long terme que là, pour l'instant, on n'a rien de prévu au-delà de l'année 2023. Là. Parfait. On est en train de dépasser le temps qu'on avait prévu, mais comme Marie-Ève, vous aviez levé la main en avance, je vous laisse poser votre question, puis je vais revenir le conclure brièvement là, par la suite. Merci, j'apprécie. Je vais m'assurer d'être synthèse, de synthétiser mon propos. En fait, je veux juste m'assurer de bien comprendre parce que je vois comme deux tendances dans les discours. Le commentaire de Véronique était vraiment à propos, la question du moins, à dire, OK, donc j'entends qu'on a peut-être une option de proposer une certaine zone un peu en cohérence avec ce que M. Renaud a dit. Donc, est-ce que, puis en même temps, j'entends Mme Asselin dire, bien, cette année, on oublie ça. Donc, peut-être si c'est possible juste de confirmer. Puis j'entends le délai qui est très court, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? C'est pas nous qui avons décidé de la date aujourd'hui de la séance. Donc, je vois un peu une mauvaise gestion du projet là-dedans. Quand on gère un projet et qu'on veut avoir un feedback citoyen, il faut laisser de la place aux citoyens exprimer et après ça, pouvoir présenter des solutions. Bref, quelle est la marge de manœuvre que comme citoyen impliqué, vous le voyez qu'on est des citoyens volontaires, soucieux, on peut avoir dans cette portée-là pour cet été directement. Donc, voilà. Je pense juste se faire une petite rectification, là, ce que Mme Coupal a mentionné, qui est, non, je suis certain qu'il a dit ça, là, mais qui est un peu tard, c'est les projets d'aménagement d'emprise, tout ce qui nécessite là, une démarche. On parlait de jardin communautaire ou plantation d'arbustes. Là, il y a des démarches à faire auprès d'Hydro-Québec. Et nous, on ne fait pas ça, mais on accompagne les demandeurs, on accompagne les municipalités là-dedans. On construit ces projets-là. On fournit des outils. On est en train de créer un guide. Éventuellement, là, vous aurez accès à un guide pour peut-être vous inspirer pour faire des aménagements et vous diriger. On est un peu tard pour ça cette année, effectivement. Ensuite, là, peut-être que je pourrais laisser Florence se compléter, mais pour moduler ce qu'on vous présente aujourd'hui, nous, chez Hydro-Québec, on a de la flexibilité avec l'entrepreneur, je crois. Peut-être que Thomas Louis pourra me confirmer, mais on a une certaine flexibilité pour faire tous les ajustements possibles là, par rapport aux zones qui sont prévues à être fauchées en zone de transition ou les zones fauchées là, comme on l'a toujours fait. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Josée. Je vois que vous vouliez compléter. Je voulais juste dire qu'il y a toujours une ouverture à faire un accommodement sur, comme le disait Florence, sur les zones de tonte et de fauchage pour cet été, qu'il faudrait juste voir est-ce que c'est à nous que les citoyens nous reviennent pour ça
Ou est-ce que ça passe par le 3-1, puis ça sera acheminé à Florence et moi, puis on pourra faire le pont avec Hydro-Québec. Mais là, on parle de moduler le projet pour l'été 2023, juste où Hydro-Québec fera de la gestion différenciée et où il n'en fera pas si on retire des secteurs comme le proposait Pierre-Yves. Puis, c'est pour l'année 2023. Il y a encore possibilité de faire des adaptations. C'est pour ça qu'on faisait la rencontre pour prendre les préoccupations des citoyens. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, en conclusion, la présentation, en tout cas de Hydro-Québec et de la ville qui a été faite ce soir, là, la portion où il y a une présentation, donc sera mise en ligne dans les prochains jours. J'ai eu la demande là, de faire un suivi par courriel aux personnes inscrites. Donc, je vous enverrai le lien de la présentation sur la page du projet par courriel dans les prochains jours. Les commentaires qui ont été émis ce soir donc seront notés et transmis à toutes les équipes, donc tant à Ville qu'à Hydro-Québec. Donc, n'ayez crainte là, à ce sujet-là. Même celles que j'ai pas eu le temps de lire à haute voix dans l'outil de discussion. Donc, ces commentaires-là seront acheminés aux deux équipes. Le projet pilote pourra avoir lieu à l'été, puis on aura une évaluation à l'automne, puis vous serez informé de la suite des choses. Donc, est-ce que Mme Asselin ou Mme Dallaire, vous vouliez faire un petit mot de clôture? Je vais laisser Véronique faire le mot de clôture, compte tenu que c'est dans son district. J'ai pris beaucoup de temps, donc Véronique, je te laisse la parole. Merci, Marie-Josée. Ceux qui m'entendent souvent là, vont avoir l'impression que je fais de la redite, mais je vais quand même partir ma cassette, Héloïse, parce que je le pense sincèrement. Je voulais vous remercier pour votre participation. Là. Chaque commentaire ou question qui est énoncé dans une séance comme ça, je vous l'ai dit, j'étais en mode écoute. Ça sert à faire avancer les projets et je le crois sincèrement. Donc, je vous ai écouté tout au long de la séance. Je vais continuer de suivre le dossier. Là, je crois qu'on s'est entendu sur les préoccupations transmises à la Ville. C'est bien ça, via le 3-1, qui, elle, fera le pont avec Hydro-Québec. Donc, je vous invite là, à passer par le 3-1 pour le faire. Si jamais vous avez besoin de moi dans la démarche, n'hésitez pas non plus là, à venir vers moi. Donc, véronique.dallaire@ville.québec.qc.ca. Mais si vous googlez Véronique Dallaire, conseil de ville, vous allez trouver mon adresse facilement. Donc, n'hésitez pas, mais je vous invite, là, moi, à faire part de vos préoccupations au 3-1. Ce sera consigné, ce sera transféré à Hydro-Québec. Je réitère, là, je pense qu'on l'a confirmé, là. Moi, j'ai senti une ouverture de la part des professionnels présents ce soir et je les en remercie d'ailleurs. Ça servait à ça, l'exercice de ce soir. Donc, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en faire parvenir d'autres si vous voulez les préciser. Ils seront acheminés là, acquis de droit. Attendez, là, j'ai juste un... Oui, c'est ça. Excusez, j'essayais de voir, il y avait un message qui rentrait. Je voulais voir si j'avais autre chose à dire. Mais voilà, 3-1. Si vous avez des commentaires, préoccupations à énoncer par rapport au projet. Parfait. Ça fait le tour pour moi, Héloïse. Parfait. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir et d'avoir pris le temps de partager vos préoccupations. Là, sachez qu'elles seront entendues. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes là, une bonne soirée. Puis, on va rester en lien, j'ai l'impression. Donc, au revoir tout le monde. Merci.